Voilà, on va démarrer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Fabienne Richard, je suis la directrice du GAMS. On est ensemble aujourd'hui dans un atelier organisé par le réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'on est le 5 février et donc on est à la veille de la grande journée internationale de lutte contre l'excision. Donc, comme vous le savez sans doute, hein, pour les personnes qui connaissent déjà bien la problématique des mutilations génitales, depuis plusieurs années, le 6 février, c'est une journée de tolérance zéro par rapport aux mutilations génitales. On dit aucune petite fille ne doit subir cette pratique. Et donc, il y a toujours pas mal d'événements autour de cette date. Et l'atelier d'aujourd'hui en fait partie, mais il s'inscrit aussi dans une série d'ateliers qui vise à améliorer voilà, la pratique des professionnels autour de comment parler de l'excision avec les enfants. On est plusieurs à accompagner des enfants, à accueillir des enfants, soit qui sont à risque d'excision, qui n'ont pas été excisés, soit qui l'ont déjà été. Et on a remarqué dans nos différentes formations que quand on est en contact avec les professionnels, que c'est toujours un petit peu dur. On ne sait jamais quel mot utiliser, quelle posture. Est-ce qu'il faut voir l'enfant seul avec ses parents? D'abord, l'enfant et ses parents, l'enfant seul, la mère seule. Enfin voilà, des fois, on est un petit peu perdu. Et donc, on a initié avec le réseau des stratégies concertées une série de webinaires. Le premier était en fin d'année, l'année dernière, avec Joël Mouvet du collectif Serein, donc un planning familial. Et là, on a la chance, l'honneur, voilà, le plaisir de continuer cette réflexion avec Céline Yourneau, qui est psychologue au centre de planning FPS de Liège et qui est un membre actif du réseau des stratégies concertées, qui fait partie du comité de pilotage du réseau wallon des stratégies concertées. On fera des annonces en fin de webinaire pour toutes les annonces qui sont liées au réseau wallon et au réseau bruxellois des stratégies concertées. Mais je propose qu'on commence directement avec le sujet. Alors, donc, bon webinaire et je laisse la place à Céline, alors, qui a toute la place, voilà, pour s'exprimer. À toi, Céline. Voilà, merci Fabienne. J'espère que tout le monde m'entend. S'il y avait un souci, n'hésitez pas à le faire savoir. Donc voilà, en effet, moi je suis Céline Liourneau, je suis psychologue et sexologue au planning familial donc des FPS de Liège, donc depuis janvier 2015. Et dans l'équipe, je suis référente du projet de prévention et de prise en charge des mutilations génitales féminines. Alors, pour situer en quelques mots le travail en planning familial, donc nous sommes un service de première ligne, un service ambulatoire. Et donc, ça veut dire que l'on reçoit toutes les personnes qui s'adressent à nous, donc le public vraiment tout venant. On va les recevoir, analyser la demande et les orienter en fonction. Et ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle l'accueil psychosocial. Et je vous en parle parce que c'est vraiment important, c'est vraiment une pierre angulaire du travail au niveau du planning familial. Et c'est vraiment la plaque tournante vers la pluridisciplinarité. Et la pluridisciplinarité, c'est vraiment une façon de travailler en planning qui est vraiment favorisée, vraiment très importante. Et donc, au planning familial, au niveau de l'équipe, se compose donc d'un juriste, on a 8 assistantes sociales, on a 3 médecins et on est 4 psychologues. Et comme vous le savez, en planning familial, on travaille avec ce qu'on appelle la vie relationnelle, affective et sexuelle, ce qui est un domaine quand même assez large. Et l'idée globale de nos missions, c'est de favoriser vraiment une santé reproductive et sexuelle, mais aussi de prévenir la violence, notamment la violence de genre. Et notre planning est depuis peu agréé comme un service d'accompagnement de victimes de violences de genre. Donc ça, c'est pour vous dresser un petit peu le tableau, le contexte dans lequel on travaille. Et donc, comme vous l'avez compris, au planning familial, on reçoit beaucoup de femmes, de familles qui sont concernées par l'excision. Je ne vais pas rentrer dans les détails du projet parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais donc on décline toute une série de services qui sont spécifiquement dédiés à ce public. Un des gros avantages, c'est que du coup, on peut, entre autres, proposer des consultations psychologiques et sexologiques qui sont du coup gratuites.
et donc accessible. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les suivis CGRA, ce qu'on appelle les suivis CGRA. Alors, de quoi s'agit-il? Comme je ne suis pas certaine que tout le monde est au clair, je me permets voilà, d'expliquer de quoi il s'agit. Donc, ce sont des petites filles, des mamans qui ont été reconnues réfugiées, donc suite, par exemple, à une demande d'asile. Et elles ont été reconnues réfugiées, donc elles ont obtenu un titre de séjour sur le territoire belge parce que il a été établi qu'elles sont bien effectivement à risque d'excision en cas de retour au pays. Donc, la situation un peu, classique, c'est d'avoir une maman qui est concernée par l'excision avec une petite fille ou plusieurs petites filles qui sont intactes et donc le risque a été établi et elles ont été reconnues réfugiées. Mais le statut de réfugié est, conditionné, c'est-à-dire que le CGRA va demander chaque année que la maman fournisse un document, donc c'est un certificat médical donc d'excision ou de non-excision qui va attester s'il y a une excision ou pas et la maman va devoir l'envoyer au CGRA. Et donc concrètement, au centre de planning familial, on a une maman ou un papa plus rarement, donc ici dans ma présentation, je vais plutôt parler des mamans, mais ça arrive que ce soit, les papas. Donc on a une maman qui va téléphoner, qui va demander une consultation médicale avec un médecin qui est, formé et spécialisé, hein, reconnu pour ça en tout cas, formé à l'excision, qui s'y connaît bien et elle prend le rendez-vous pour sa fille. Donc voilà un petit peu, le tableau et j'ai envie de vous dire, on est à destination. Donc si vous vous projetez un petit peu à l'accueil du planning familial, le parlophone vient de sonner, hein, vous êtes 17 rue des Carmes et vous accueillez une maman et sa petite fille qui viennent pour la première fois, qui viennent d'être reconnues réfugiées. L'enfant a environ 5 ans, on va dire, et vous allez devoir recevoir cette maman et cet enfant, déjà pour ouvrir le dossier administratif et puis, eh ben, voilà, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation. Pour ça, je vous propose un petit exercice avec, l'aide très précieuse de Kayla. Donc je vais laisser la main à Kayla qui va vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Mais donc il y aura 2 petites consignes. Voilà, Kayla, je te laisse Voilà, prendre la main. d'accord. Donc, voilà, bonjour, je suis Kéla, je travaille aussi au GAMS. Donc ici, on va utiliser une plateforme qui s'appelle menti.com. Alors, je vais ouvrir mon... D'accord, voilà. Et donc, la première question, c'est la première fois que j'ai découvert l'existence de l'excision, j'ai été en un mot. Voilà, tu peux commenter, Céline. Oui, voilà, je trouve que on s'y attend et c'est toujours, ça fait toujours quelque chose de le constater. Ça ne nous laisse évidemment pas du tout, indifférentes, hein. L'excision est vraiment, voilà, quelque chose, un sujet, une pratique qui nous marque beaucoup et donc quand je vois les mots, je vois choqué, horrifié, je pense que tout le monde voit le nuage de mots, à scandalisé, écœuré, c'est des mots très forts. Dégoûté, abasourdi, dépassé, ça bouge tout le temps donc j'essaie de suivre les mots, mais en tout cas, on voit bien la connotation, hein. Ça nous touche au plus profond de nous, hein. Ça vient évoquer quelque chose. Voilà, de l'ordre de l'horreur, de l'impensable, on c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de notre culture, de nos représentations et donc en général, quand on est confronté à ça pour la première fois, voilà, on est presque sidéré, hein, de se dire: «Ah bon, ça existe? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est que ça?» Voilà. Scandalisé, indigné, sans voix, écœuré, interloqué, révolté, horrifié, abasourdi, fâché. Ah voilà, vous avez les mots comme moi. Donc, vous avez ça en vous quand, hein, quand il y a la petite ampoule l'excision, peu importe le contexte, hein, finalement. Heu, que vous soyez dans la rue à regarder un panneau publicitaire ou devant une émission à la télé ou à l'accueil du planning familial prêt à recevoir une famille, vous avez ça en vous. Je propose qu'on passe peut-être à la deuxième consigne. Donc c'était vraiment l'idée
d'imaginer que vous êtes sur le point de recevoir cette maman et sa fille qui viennent pour une demande de certificat d'excision. Donc, c'est vraiment le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, choisir un mot pour exprimer tout simplement ce que vous ressentez à ce moment-là, juste avant de recevoir. Donc, pour l'instant, il y a 6 personnes. Vous pouvez continuer à réagir. Toujours, c'est le même mot de passe. Normalement, elle doit s'afficher. Il y a moins de personnes. Je ne comprends pas pourquoi il y a moins. Donc, bah, voilà, tu peux réagir, Céline. Donc, l'idée est vraiment de vous projeter en tant qu'intervenante qui est sur le point de recevoir cette famille. Donc là, je vois courage, force, fierté, douleur, choqué, dégoûté, horrifié, tristesse, révolté, soulagé. Et donc, c'est déjà plus nuancé. Néanmoins, c'est connoté. Hein, c'est connoté dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et donc, simplement, l'idée de l'exercice est de vraiment pouvoir vous connecter un petit peu, de vous projeter un petit peu à la réalité de ces rencontres avec les familles et d'être à l'écoute de ce que ça vient provoquer en vous. Parce qu'évidemment, c'est un petit peu le cheminement que nous avons vécu dans notre équipe avec le projet qui s'est développé et voilà, la mise en place de ces accueils des suivis CGRA. Alors, je ne sais pas si, du coup, on peut peut-être Arrêtez. stopper, oui. Oui. Je ne sais pas, je ne vois plus, oui, ça ne progresse plus au niveau du nombre de participants. Donc voilà, je vais reprendre. Donc l'idée a été de se donner des balises, de réfléchir à un protocole pour pouvoir accueillir au mieux ces personnes. Et d'abord, on s'est centré sur les besoins, les besoins de l'enfant en premier. Je dis enfants, mais en réalité, les enfants ont entre 0 et 18 ans. Donc, ça vous laisse imaginer le panel de situations possibles, ce qui n'est pas évident quand on veut se donner des balises d'intervention. Et en tout cas, ce qu'on sait de l'enfant, c'est que il y a un examen médical qu'il va devoir subir. Hein. En tout cas, il est nécessaire et c'est chaque année. Donc, c'est quelque chose qui va se répéter. Qu'est-ce qu'elle sait, cette petite fille ou cette adolescente, de la démarche du CGRA, de l'excision? Qu'est-ce qu'on lui a dit sur la visite médicale? Nous, on n'en sait rien. Et puis, c'est pas une visite médicale qui est banale. Hein, c'est pas comme aller chez le médecin parce qu'on est enrhumé. Et ça n'est même pas le même médecin d'ailleurs. Hein, donc, il y a quand même quelque chose de chelou là-dedans pour les enfants. Ensuite, les enfants, ils voient des choses, ils entendent des choses, ils ressentent des choses, ils ne sont pas dupes. Hein. Alors, on remarque qu'il y a 2 tendances en général qui viennent un peu justifier. On va pas trop aborder la question avec les enfants et les mamans parce que c'est trop délicat. Il y a d'un côté, je vous prends vraiment les 2 extrêmes. Hein. D'un côté, on peut entendre parfois, c'est un examen médical, il faut le désacraliser, un point, c'est tout, il n'y a rien de bien méchant là-dedans, il n'y a pas besoin d'en parler, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, bonne raison de se taire, de ne pas intervenir, voilà, c'est un examen médical. L'autre versant, l'autre extrême, c'est de se dire mais c'est un examen, l'enfant va être vu par un gynécologue, ce sont ses parties intimes, comment est-ce que l'enfant va vivre ça? Ça peut le traumatiser, on va quand même pas exposer l'enfant à l'excision de sa maman, on va quand même pas parler de l'excision devant la maman, de la maman devant l'enfant, on ne peut pas exposer l'enfant au trauma de la mère. Donc, vous voyez, c'est un petit peu les deux extrémités. Mais par rapport à ça, est-ce qu'on peut vraiment éviter ça? Est-ce qu'on peut vraiment éviter à un enfant d'être touché à un moment donné par la souffrance de sa maman? Et est-ce que c'est bien de notre ressort ça? Et est-ce que c'est en ne prenant pas place aussi dans ces situations que l'on va y parvenir? Hein. Tout ça pour vous faire sentir un petit peu que des raisons de ne pas en parler, de ne pas s'y intéresser, surtout quand on s'intéresse à l'excision, il y en a beaucoup. Hein, et ce sont, je pense, des défenses qui sont tout à fait normales chez les différents professionnels et c'est quelque chose qui peut se travailler et qui peut se dépasser.
Donc voilà un petit peu pour les enfants. Alors les enfants qu'on accueille, on les voit parfois, ils sont insouciants et joyeux. Parfois, au contraire, ils sont intimidés, taiseux ou pas contents d'être là, en colère, ou parfois ils ont peur aussi, hein. Hem, donc on peut avoir tout un panel de réactions chez les enfants. Si on se penche plutôt du côté de la maman, elle, dans la majorité des cas, déjà, elle est concernée, elle, par l'excision. Elle l'a vécu dans son corps ou proche d'elle, en tout cas. Elle a un avis sur l'excision. Heu, Elle est obligée d'être là. Elle est obligée par le CGRA d'être là et d'amener sa fille. Donc elle doit dire quelque chose à sa fille. Elle doit Sa fille en général, elle ne va pas à l'école quand elle vient voir le médecin. Donc il faut dire quelque chose à l'école aussi, justifier l'absence. Elle est potentiellement marquée, cette maman, par son excision, par son vécu, par son exil aussi, hein, les mamans, bien souvent, elles peuvent manifester soit de l'incompréhension ou être blasées ou se montrer renfermées, être en colère ou être inquiètes ou très stressées. On a des mamans vraiment qui sont dans des états de stress parce elles comprennent qu'il y a un enjeu, par rapport à leur statut en Belgique, hein. Et donc il faut un rendez-vous très, très vite, sinon elles vont être en retard, voilà, il y a vraiment beaucoup de pression. Il y a des mamans qui se mettent beaucoup de pression, pas toutes, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu le panel. Et donc, ça peut créer vraiment chez les mamans, en tout cas, un sentiment, d'insécurité et d'impuissance qui va être continu et qui va être réactualisé d'année en année. Et puis si on se penche, du côté de l'équipe, hein, qui est là et qui va recevoir, cette maman et cet enfant, l'équipe aussi, elle a son lot de ressentis. Il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir de l'embarras, un sentiment d'impuissance, de la peur de mal faire, la peur de mal dire, la peur de trop dire, la peur de pas assez dire, la peur de pas utiliser les bons mots, la peur de ne pas se faire comprendre ou de ne pas comprendre, la maman ou l'enfant, la peur d'une non-rencontre. Ça peut susciter des questionnements, des malaises, des maladresses. Et dans notre équipe, en tout cas, on a vraiment senti à un moment donné le besoin, heu, d'avoir un protocole pour assurer une cohérence au niveau de nos pratiques, une continuité, de pouvoir avoir de la concertation sur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Et de pouvoir aussi mettre en commun les ressources de chacune. Hem Et donc la question s'est très vite posée: «Est-ce qu'on prend place ou pas?» Très vite, la réponse a été: «Oui, on prend place». Après, toute la question était de savoir comment, avec quelle légitimité et avec quels objectifs. Et c'est là qu'on va rentrer, un petit peu plus, dans le vif du sujet. Donc on a réfléchi à un protocole. L'élément vraiment, principal de notre protocole, hein, de notre, façon de faire, c'est de systématiser l'accueil. Ça veut dire que chaque année, les personnes qui viennent pour un certificat, dans le cadre d'un suivi CGRA vont être reçues en accueil par une intervenante psychosociale. C'est quelque chose que on va être très transparent avec les personnes dès la prise de rendez-vous téléphonique. On leur dit: il y aura toujours un entretien psychosocial avant de voir le médecin. D'ailleurs, les personnes viennent une demi-heure avant. Il y a un rendez-vous pour l'accueil psychosocial et puis un rendez-vous avec le médecin. L'entretien, on va le mener de façon conjointe avec la maman et l'enfant, l'adolescent. Dès le premier rendez-vous, on va proposer à la maman, on va présenter évidemment le planning familial et le projet, et on va faire savoir à la maman qu'il y a des possibilités de prise en charge si c'est nécessaire pour elle, qu'elle puisse avoir son propre espace de parole à elle. Il y a des choses qui peuvent, voilà, qui doivent peut-être se traiter en dehors de ces accueils avec les enfants, hein. Donc on va ouvrir ça avec la maman. On va l'ouvrir aussi avec les adolescentes. La balise que l'on se donne, c'est à peu près 12 ans. À partir de 12 ans, avec les enfants qui grandissent, en tout cas, on va le proposer. Ben voilà, tu grandis. Heu, Si tu veux, on peut se voir, rien que nous 2, sans maman, pour discuter un petit peu, voilà. On va faire une proposition. Donc on va présenter le planning, ses projets, on va présenter aussi les conditions, hein. Donc comme je vous le dis, il y aura toujours un accueil et l'enfant doit être présent et doit être ausculté. On ne fait pas de certificat médical sur base d'une parole. Et à la première rencontre avec la maman,
Bon, c'est quelque chose qui peut parfois prendre un peu du temps, mais on va aussi aborder la question de l'excision avec la maman. On va faire l'anamnèse progressivement. Donc, est-ce que la maman est bien concernée? On peut avoir des mamans qui parfois ont aussi été épargnées par l'excision, hein, ça peut arriver. Donc, il faut faire attention quand on rentre dans ce type d'entretien de ne pas, de bien être, de s'attendre à tout et de bien faire en sorte de faire une photographie vraiment de la situation de la maman, de poser ce type de questions. Est-ce qu'elle connaît le type, d'excision? Est-ce qu'elle connaît le certificat qu'on lui demande? Elle connaît ce document? Est-ce qu'elle connaît les différents types? Est-ce qu'elle a des questions? Est-ce qu'elle veut qu'on revoie ça ensemble? Est-ce qu'elle comprend bien la démarche, le suivi CGRA? Comment ça fait sens pour elle? Comment est-ce qu'elle le vit aussi, hein, d'emmener son enfant comme ça chez le médecin, d'être contrainte à ça? Donc voilà, on va prendre le temps d'entrer, en contact avec la maman et de faire cette anamnèse aussi autour de l'excision et de sonder la situation familiale autour de l'excision. Est-ce que les sœurs sont excisées? À quel âge est-ce que la maman a été excisée? La raison pour laquelle, elle veut protéger ses enfants et cetera et cetera. On y va petit à petit, hein, évidemment, ce n'est jamais un interrogatoire, hein. Ensuite, on a réfléchi un peu le contenu des entretiens en fonction de l'âge des enfants, mais aussi de la pratique concrète de nos médecins. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est un outil interne et qui évolue en permanence parce que, voilà, ça on tente, on essaye, on recommence et voilà, c'est en mouvement. Les balises que l'on s'est données, c'est que de 0 à 2 ans, donc pour les tout petits, eh bien, on va prendre des nouvelles, du bébé. Évidemment, on va s'adresser au bébé aussi, hein, on va prendre contact avec lui et puis on va s'intéresser avec la maman aux soins du bébé. Est-ce que c'est la première fois que la maman est confrontée à une vulve intacte? Est-ce qu'elle a des questions sur l'anatomie de sa fille? Est-ce que ça la tracasse de voir son enfant grandir, sans l'excision? Parce que finalement, Hem, qu'est-ce que ça représente pour elle, hein, l'excision? Qu'est-ce qu'elle a entendu dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on lui a transmis, de cette, tradition, de son utilité, hein? Pourquoi est-ce qu'elle, elle ne voulait pas que sa fille soit excisée? Et on va, donc comme je le disais tantôt, s'intéresser à comment la maman vit, hem quel est son vécu par rapport à ce suivi CGRA, à ces examens médicaux? Alors parfois, on a des mamans qui sont fières de montrer leur petite fille intacte, hein. Parfois, on a des mamans où rien que l'examen médical, avoir un médecin qui va enlever le lange de leur bébé, ça va les angoisser, hein. Donc on peut avoir aussi, des profils très différents de réaction, d'où l'intérêt de s'y intéresser. De 2 à 5 ans, là, on va s'adresser davantage à l'enfant. On va le rassurer. On va le préparer à l'examen médical. On va lui expliquer simplement: «Tu vas enlever ta culotte avec maman, hein, chez le médecin. Le docteur va regarder à l'endroit par où tu fais pipi. Hein, comment est-ce qu'on appelle cet endroit-là? Comment est-ce que tu appelles cet endroit-là? Et maman, comment est-ce qu'elle appelle ça?» On va solliciter la maman. Partir des mots de la maman, des mots du quotidien, pas notre jargon à nous, hein, même si on peut progressivement amener, on appelle ça la vulve, hein, il y a différentes parties, voilà. On peut amener progressivement les mots, les vrais mots, mais c'est important de partir de ce que l'enfant sait déjà et de ce que la maman dit. Est-ce qu'il y a des mots qui sont déjà mis sur l'intimité, sur cette partie-là du corps? On est étonné que parfois, il y a des petits enfants qui sont déjà, qui ont l'air assez au clair comme ça. Bah, oui, le médecin vient, il va regarder mon kiki, ma nounou, je ne sais quoi, et voilà. Alors, on va s'intéresser aussi à la découverte du corps par ce tout petit enfant, hein, parce que parfois on a des mamans qui sont un peu inquiètes. Tiens, elle met beaucoup sa main dans sa culotte, elle joue déjà avec les garçons, et donc ça, c'est quand même important de pouvoir, rassurer la maman et l'informer, hein, et donc c'est important de s'inquiéter de ça, d'amener le sujet sur le tapis pour pouvoir aller, sonder ça avec la maman. Comment elle se sent avec ça? Est-ce que c'est facile pour elle de parler de ça? Qu'est-ce qu'elle connaît du développement psycho-affectif d'une petite fille? Qu'est-ce qu'on lui a transmis de ça dans sa famille, dans sa culture, dans sa communauté? Qu'est-ce qu'elle entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à ça? Aller un peu déconstruire tout ça, avec elle et en parler. Et on va surtout rester fort attentif à la façon dont la maman va recevoir notre discours. Parce que donc nous, on va s'adresser à l'enfant, on va peut-être donner une explication,
de l'excision, de l'examen médical, etc. Et on va toujours aller solliciter la maman. Madame, est-ce que ça vous convient comme explication ou est-ce que vous voulez la modifier ou compléter? Quels mots vous utilisez-vous, hein? Donc voilà, de pouvoir vraiment co-construire avec la maman. De 6 à 11 ans, bah, c'est quasiment la même chose. Maintenant, on a des enfants plus grands et donc on va rentrer davantage en contact avec l'enfant, partir vraiment, vraiment là de ce qu'il sait, notamment sur son corps, bien nommer les parties du corps. On peut montrer sur son corps ou sur des schémas qui sont adaptés aux enfants. On va expliquer l'excision. En général, comme on voit les enfants d'année en année, c'est des choses qui ont peut-être déjà été dites et donc on va repartir sur des bases connues. Et alors, quand on parle de l'excision, c'est quand même important de ne pas connoter négativement. La raison pour laquelle, en tant que professionnel de santé, on est légitime pour aborder la question, c'est uniquement et simplement, j'ai envie de dire, l'impact sur la santé. Et donc, c'est ça qu'il faut amener, je pense, hein, vraiment, avec les enfants, avec les familles. Ce n'est pas de juger cette pratique, hein, c'est ni de la connoter, parce qu'elle peut avoir une fonction très, très importante. C'est vraiment, voilà, de partir du point de vue de la santé. Pour la santé, ça n'est pas bon. Pour la santé, c'est à éviter et souligner avec l'enfant: «Ta maman, elle a voulu te protéger de Moi, ça». je t'ai dit, tu te souviens, je Voilà. t'ai dit, hein. Ah, Tu j'entends vois, tu es quelqu'un au qui bout parle? des fils. Voilà. Donc c'est vraiment, de souligner ça. Ta maman a voulu te protéger de ça et c'est très bien, c'est très, très bien parce qu'en plus, la loi, elle dit qu'on ne peut pas le faire, hein. Voilà, pouvoir amener tout ça de façon très simple et pouvoir l'expliquer, le vulgariser, tant avec l'enfant qu'avec la maman, hein. C'est important que tout ça puisse reprendre du sens pour elle et qu'elle puisse s'approprier en fait, hein, voilà cette démarche. On va aussi amener une réflexion autour de justement des traditions, hein. Qu'est-ce qui est chouette dans le pays d'origine? Qu'est-ce qui n'est pas chouette? Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas? Et ça, c'est vraiment important, ça n'a l'air de rien, mais pour la maman, ça nous permet vraiment de travailler la parentalité, en fait, avec la maman. Qu'elle se permette, en tant qu'être humain, de pouvoir se positionner en tant que maman. Je veux transmettre quoi à mon enfant de mes origines? Il y a des mamans qui vont avoir besoin d'avoir une coupure totale et c'est à respecter évidemment, mais il y en a d'autres pas, hein. On va cuisiner à la maison, ah, je vois que j'ai un petit souci de batterie. Voilà, normalement ça devrait être bon. Hem, J'espère que tout le monde m'entend bien, voilà. Donc on va avoir, on va parler cuisine, on va parler de musique, de qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est beau, parce que tout n'est pas mauvais dans la culture d'origine. L'excision, ça l'est, mais tout n'est pas mauvais, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment des discussions très intéressantes. Alors, ça arrive parfois qu'il y ait de la musique en entretien et qu'on se mette un peu à danser avec les enfants, c'est très chouette aussi. On va s'intéresser au vécu de l'enfant. Comment tu vis, toi, ces entretiens avec le médecin? Comment ça se passe avec le docteur? Tu te souviens du docteur? Oui, OK. Et comment ça s'est passé? Comment tu t'es sentie? On parle du consentement. Ah, tu n'es pas d'accord d'enlever ta culotte? Je comprends. Moi, je n'aime pas non plus d'enlever ma culotte, hein, mais c'est important de ne pas le faire si tu n'as pas envie. Mais tu sais, ici, tu es chez un médecin et donc, voilà, le contexte est particulier. Le médecin, il s'occupe de ta santé. Tu es avec ta maman. C'est pour regarder que tu es bien intact, hein, qu'on n'a rien enlevé du tout chez toi. Voilà, ce genre de discours. Alors après, c'est chacun va pouvoir, en tant qu'intervenant aussi, à force, réfléchir à ses propres mots, à sa propre façon d'amener les choses. L'important, c'est de se sentir à l'aise soi-même pour pouvoir mettre à l'aise l'autre et de pouvoir s'ajuster, hein et donc la balise, c'est les mots de la maman, les mots de l'enfant, partir des connaissances. De 12 à 18 ans, là, on va commencer à proposer à l'enfant d'être vu seul, hein. On va s'intéresser à la puberté, les changements du corps. Parfois, c'est déjà bien en route, parfois ça commence à peine. On peut, montrer des supports, des livres, hein, des petites brochures qui parlent de ça, pour, aborder les changements corporels. Toujours s'inquiéter du vécu parce que parfois en grandissant, ça peut vraiment devenir compliqué pour les adolescentes, hein.
à nouveau s'intéresser, mais quel sens ça a pour toi? Donc parfois il faut, malgré qu'on voit les familles d'année en année, il y a quelque chose qui doit se reconstruire aussi d'année en année. Les représentations, forcément, l'enfant évolue, l'enfant grandit et donc on va aller re-questionner les représentations de l'enfant, de la maman. On va s'intéresser à la communication entre l'enfant et sa maman. Est-ce que c'est facile de parler de tout ça à la maison, madame? Est-ce qu'elle pose des questions? Est-ce que c'est facile pour vous d'y répondre? Est-ce que vous avez des ressources? Et alors, ça peut nous arriver, quand on a vraiment une maman qui c'est arrivé, hein, une maman qui nous disait, moi je n c'est impossible pour moi de parler de ça avec ma fille, mais il faut le faire, faites-le. Alors on va pas le faire à sa place, ce qu'on propose, c'est de les revoir, hein, on peut prendre le temps de les recevoir en accueil, 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe le temps, hein, ça peut être, un suivi donc pour parler de ça, pour parler de l'intimité, pour parler, de l'excision, pour parler, voilà de ce que la famille en tout cas a envie de ce sur quoi la famille a envie de cheminer. Hem, voilà, donc à peu près, les balises que l'on se donne en fonction de l'âge des enfants. Alors l'intention que l'on met dans ces entretiens, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue. Alors notre responsable parle de forçage doux, on dit aussi dans l'équipe, une proactivité bienveillante. En tout cas, c'est un positionnement à prendre, c'est oser prendre place, hein, délicatement, en respectant le rythme de la famille, mais oser le faire et le faire. C'est-à-dire que l'entretien, lui, il n'est pas proposé, l'entretien a lieu. Ce que l'on propose, c'est tout le contenu de l'entretien. On va faire des propositions. Heu, Ça permet en tout cas, on remarque d'instaurer vraiment d'année en année, déjà ça permet une rencontre psychosociale. Ça permet d'instaurer un lien de confiance et un filet de sécurité pour ces familles, pour aborder l'intimité et les difficultés qui sont liées à l'intimité. Et comme je le disais tantôt, ça nécessite vraiment de pouvoir s'ajuster. Alors ça demande aussi, des moyens, hein, et pas mal de rigueur au niveau administratif pour le suivi des dossiers. Ça demande une transparence, dès la prise de rendez-vous, je vous le disais tout à l'heure. Il faut maîtriser évidemment toute une série de connaissances autour de l'excision. Il faut prendre le temps de l'accueil. Ça paraît bête à dire, mais c'est du temps. C'est vraiment du temps, du temps. Parfois, on peut rester 40 minutes avec les personnes avant qu'elles voient le médecin, hein. C'est quelque chose, à partir du moment où on ouvre la porte et on offre, hein, on peut cadrer les rencontres, mais il faut, c'est pas des rencontres qui se font en 10 minutes. Ça demande une organisation du travail aussi entre collègues, hein, se briefer en début de journée sur les situations, débriefer si c'est nécessaire. La question de la légitimité, ça c'est une grande question parce que et encore parfois dans notre équipe, hein, au bout d'un temps, une collègue va dire: «Oui, mais enfin quand même, les personnes viennent pour un papier ou c'est quoi notre légitimité?» Il y a plusieurs facteurs, hein, qui légitimisent, hem, cette façon, en tout cas ce choix-là d'intervenir de cette façon-là. La première chose, c'est que, nous sommes des professionnels de la santé et au vu des conséquences sur la santé de l'excision, eh bien oui, cela nous concerne. On a une responsabilité, en tout cas de sensibiliser, d'aborder le sujet. Ensuite, des professionnels, mais qui plus est dans une équipe pluridisciplinaire, j'en parlais tout à l'heure. Et donc la pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui est à favoriser. Et donc de quelque chose qui pourrait être purement un acte médical. Bonjour, je veux un certificat médical. Venez chez le médecin, vous repartez avec votre certificat, l'enfant a été ausculté. Quelque chose de purement médical, on va en faire. C'est là qu'est l'opportunité, hein. C'est là qu'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment d'offrir, de proposer une rencontre psychosociale. Et ça, on se retrouve sur la plaque tournante dont je parlais tant, ça permet d'activer la prise en charge pluridisciplinaire. Parce que les mamans et ça c'est un autre point important au niveau de la légitimité, c'est qu'en général, pas toutes, mais certaines vont vraiment, ont subi un traumatisme psychologique, et le trauma est un phénomène psychique qui va amener le silence. Et donc, je fais une toute petite digression pour vous donner un exemple. Moi, je suis toujours étonnée de rencontrer des mamans qui parfois ont accouché plusieurs fois en Belgique
et qui n'ont jamais parlé de l'excision, même avec leur gynécologue, hein. Et alors, pour être aussi en contact avec beaucoup de professionnels, ce que j'entends souvent, c'est bah, les dames ne demandent pas. Les dames ne sont pas demandeuses, les dames n'en parlent pas, donc on respecte, hein. Il y a une attention positive, hein, bienveillante, bah, souvent, hein, des professionnels de dire bah, moi je ne touche pas trop à ça, je ne veux pas embêter madame, je ne voudrais pas la mettre mal à l'aise, je ne voudrais pas qu'elle se sente jugée. Mais néanmoins, quand on ose, quand on ouvre la porte avec ces dames, eh bien, on se rend compte que oui, elles ont des difficultés, que oui, elles sont en souffrance, que oui, elles ne dorment pas parce qu'elles font des cauchemars, qu'elles ont plein de questions, qu'elles ont envie d'en parler et qu'elles ont besoin surtout d'un lieu sécure et non jugeant où elles vont pouvoir parler librement de l'excision. Parce que souvent les mamans, elles ont très bien compris, hein, ici il y a une loi, c'est interdit, l'excision c'est pas bien, etc. Donc elles ont une idée du discours qui est attendu d'elles. Oui, je vais protéger ma fille de l'excision parce que c'est pas bon pour la santé. Mais il faut accepter qu'une maman ne peut pas toujours être dans un rapport dichotomique vis-à-vis de l'excision. Bien sûr, dans la majorité des cas, elles ne veulent pas de ça pour leur petite fille. Mais néanmoins, elles peuvent avoir des inquiétudes sur comment ma fille va grandir sans ça. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Est-ce que ce qu'on m'a raconté n'est pas vrai? Est-ce que ma fille va avoir une sexualité débordante? Heu, Elles peuvent avoir vraiment toute une série de représentations, de craintes et d'inquiétudes et ça, c'est important de pouvoir l'accueillir. Vraiment pouvoir accueillir, cette complexité-là, toutes ces nuances-là. Alors, je retombe un petit peu sur mes pattes. Donc voilà, au niveau de la légitimité, j'ai dit un peu ce que je voulais vous partager avec vous. Donc en tout cas, nous, au niveau de l'équipe, on a vraiment établi que c'était légitime et que c'était vraiment un choix d'agir ainsi et de proposer ces accueils. D'autant plus qu'on le fait vraiment avec beaucoup, d'attention et de délicatesse et vraiment en incluant la maman. Les objectifs, que l'on se donne, bah, je pense que vous avez compris, ils sont multiples, hein, mais je veux dire celui qu'on va mettre vraiment en premier, tout au-dessus de la liste, c'est de rassurer l'enfant et de le préparer à l'examen. C'est d'accompagner une démarche qui est peu banale. C'est peu banal pour un enfant de venir chaque année voir un médecin, d'autant plus que c'est pas n'importe quelle ça ne concerne pas n'importe quelle partie de son corps. C'est assurer un suivi des familles à long terme, hein, parce que potentiellement, c'est jusqu'aux 18 ans de l'enfant et on rencontre des mamans qui viennent avec des bébés de quelques mois. C'est cheminer avec elles sur les questions de l'intimité, du corps, du développement, hein, c'est mettre du sens sur la procédure, se l'approprier, mettre du sens sur l'examen médical. D'accord, on doit le faire, c'est contraignant, c'est peut-être embêtant et c'est OK si c'est embêtant. On accueille ça, hein, on peut comprendre, mais comment on va faire ensemble avec ça? Comment on va faire ensemble? On propose d'accompagner ça. Hem, c'est faire savoir qu'il y a une prise en charge possible, hein, pour la maman, pour l'enfant, pour l'adolescent, hein. Donc ça, c'est important, donc la pluridisciplinarité et on a des mamans, pas parfois pas tout de suite, mais qui 1 an, 2 ans après vont revenir: «Ah, en fait, j'aimerais bien, voir un psychologue ou un sexologue ou j'ai des questions pour le juriste», hein, voilà et une prise en charge peut se mettre en place. C'est soutenir le dialogue, au sein des familles concernant le développement psycho-affectif des enfants et c'est soutenir la parentalité de différentes façons. Donc, je viens de le dire, le dialogue, c'est valoriser ces mamans qui sont des pionnières, hein, qui ont osé penser et agir différemment en protégeant leur enfant et ça, bien souvent, elles n'ont pas tellement conscience de ça, hein. C'est et valoriser ça auprès de leurs enfants. C'est se connecter aussi aux origines, à la transmission, hein, en tant que maman, je le disais tantôt, qu'est-ce que vous voulez transmettre ou non à votre enfant? En suivant des situations, ça peut être aussi, bah, sensibiliser aux conséquences des MGF, hein. Parfois, on a des mamans ou des familles, bah, qui oui, d'accord, il y a le suivi CGRA, mais finalement, quel est le souci pour la santé? Qui ne savent pas très, très bien ou qui ne connaissent pas vraiment les différents types et cetera, qui s'interrogent, donc on va les informer. C'est parfois évaluer le risque d'excision aussi, hein, des mamans qui subissent encore des pressions ou des mamans qui doutent en disant: qu'est-ce que je vais faire de ma fille si elle continue à se comporter comme ça avec les garçons?» hein. Donc c'est aussi pouvoir évaluer le risque, hein.
sensibiliser, être très au clair, pouvoir être transparent par rapport à la loi et à notre devoir aussi en tant qu'intervenant, éventuellement de signaler une situation quand on estime qu'il y a un risque imminent. Et alors, parfois on a des mamans qui sont complètement perdues aussi, qui ne savent même pas ce qu'elles doivent faire de ce papier, hein. Donc, on peut aussi les aider au départ très concrètement, les aider à redevenir sujet aussi dans leur vie, hein. Voilà, vous ce papier, il faut l'envoyer à tel endroit, c'est pour telle raison. Hem Et alors, pour moi, un des plus beaux exemples aussi de ces entretiens, c'est que parfois on a des mamans qui se saisissent de l'entretien, hein, qui nous prennent comme témoins pour s'adresser à leurs enfants. J'ai une petite, j'ai le souvenir comme ça d'une maman avec ses 2 adolescentes, 2 jeunes adolescentes, où à un moment donné, c'est la maman qui a pris la main sur l'entretien et qui s'est adressée à ses enfants sans que ce soit prévu du tout, hein, vraiment de façon très spontanée et qui leur a dit: «Mais voilà, voilà ce que j'ai vécu». Et ça n'était vraiment pas facile et j'ai voulu vous protéger de ça. C'est pour ça que notre vie n'est pas facile maintenant, c'est pour ça que l'on vit ici, c'est pour ça que et j'en suis désolée, mais pour moi, c'était vraiment important que vous ne subissiez pas ça, heu et elle ne cachait pas sa douleur, elle ne et de façon très simple, hein, je veux dire, bah, oui, c'est une larme qui coule, c'est de dire: «Bah, voilà, c'est difficile, pour moi d'en parler». Hem Et les 2 adolescentes, qui à un moment donné, bah, voilà, se sont métamorphosées en voyant leur maman. Elles n'avaient jamais vu leur maman dans cet état-là. C'est la première chose qu'elles disent, d'ailleurs elles sont un peu saisies de ça et les 2 adolescentes très spontanément se sont levées et ont pris leur maman, dans leurs bras et la plus grande, a dit à sa maman: «Mais maman, je ne savais pas, hein, voilà seulement que je comprends» et pourtant ça n'était pas la première fois qu'elle venait, hein et donc ça, c'est un exemple de ce que ça peut donner et aussi c'est OK si la prise de conscience, elle prend du temps, hein. On n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation, de moyens peut-être, hein, de proposer, d'ouvrir des portes, de montrer des choses. Hem, J'espère que tout va bien parce que je vois que voilà, il y a eu un petit oui, je pense que tout va bien. Heu, donc voilà un petit peu. Donc je vois le temps qui défile, j'ai encore voilà, 2-3 choses, mais qui pourront aussi alimenter, le débat, je pense que c'est intéressant de vous laisser la place aux questions, aux commentaires, aux réactions. Simplement, je voulais conclure, en vous disant que, quoi qu'il arrive en fait, hein, que l'on soit pour ou contre le suivi CGRA, hein, donc que l'on soit pour ou contre cette démarche. Que l'on décide ou non de prendre place dans ces situations, on en parle ou on n'en parle pas, on ose ou on n'ose pas, on a peur de faire ou on fait quand même. Que la maman soit prête ou pas à en parler, que l'enfant soit prêt ou pas à entendre ou à en parler aussi, la finalité, elle est la même, c'est que l'enfant, il est ausculté par un médecin et pas à n'importe quelle partie de son corps. Et ça, c'est quand même important de garder ça à l'esprit. Nous, c'est ce qui a vraiment guidé notre réflexion au niveau éthique et c'est ce qui et encore maintenant, hein, parce que c'est quelque chose qui est toujours, au travail et c'est ça qui est riche. Donc l'idée est vraiment de co-construire avec la maman, de tisser un lien, de d'oser, de provoquer une rencontre. Donc voilà un petit peu. J'ai des témoignages aussi, éventuellement si ça vous intéresse, voilà, de différents membres de l'équipe qui ont bien voulu, voilà, me donner des petits témoignages, à vous transmettre sur leurs pratiques. Des personnes qui sont habituées à faire ce type d'entretien et d'autres qui le sont moins ou des nouvelles collègues qui sont en écolage, donc c'est intéressant aussi d'avoir, ce panel-là. Donc Merci Céline. Merci Céline, hein. Merci de partager voilà, tout le pas à pas, comment vous avez réfléchi ça en équipe et on voit que c'est un travail d'équipe où chacun voilà, a apporté ses ressources. Est-ce qu'on prend les questions? Il y a déjà une question pour toi et puis peut-être après les témoignages des collègues, ça va? Oui. Donc il y avait une question de Stéphanie dans le chat. Donc j'invite tout le monde hein, à aller sur la petite case commentaires, enfin ou discussion plutôt, pour laisser des questions pour Céline et comme ça je peux lui transmettre. Donc on a une première question de Stéphanie qui demande
Est-ce que tu penses que finalement, tout enfant concerné ou non par l'excision devrait pouvoir bénéficier de ce genre de séances d'information et de discussion sur le corps et la santé sexuelle? Et cela pourrait notamment permettre d'identifier des violences sexuelles, des manques d'informations sur le fonctionnement du corps, la sexualité. Donc finalement, voilà, c'est une chance qui est ouverte en quelque sorte, on pourrait dire, pour ces petites filles-là. Et ça pourrait être peut-être étendu à tous les enfants, mais alors à quel moment et quand, voilà. Bah, donc on m'entend, hein, oui, voilà, mon micro est allumé. J'ai envie de répondre oui. Je pense que c'est vraiment donc le titre, de l'atelier d'aujourd'hui, il y a le mot opportunité dedans et c'est un mot que j'arrive à assumer. Je pense qu'il faut pouvoir, saisir ce type d'opportunité et les opportunités, elles se décuplent parce qu'effectivement, c'est par rapport à la prévention autour, des violences, évidemment, ça nous met dans une position qui est vraiment favorable pour pouvoir identifier ce type de situation. Hem, alors après répondre à quel moment, c'est vrai que les demandes de certificats pour les suivis CGRA, c'est vraiment un moment que l'on trouve opportun parce qu'on a le temps et parce qu'il y a toute une série de choses à déconstruire et à prendre soin avec la maman et l'enfant, hein, comme je l'ai expliqué. Maintenant voilà, dans quel autre lieu, comment ça pourrait prendre place autrement avec, les autres enfants? Heu, Nous, par exemple, c'est quelque chose que l'on fait aussi dans le service de gynécologie et d'obstétrique de la Citadelle. Maintenant, on est moins confronté aux enfants, c'est plus un travail avec les mamans qui viennent d'accueillir un bébé. Mais c'est une autre forme, voilà, c'est un peu une alternative aussi à ce type de travail. Voilà, oui, Stéphanie complète en disant effectivement, dans beaucoup de familles, on ne parle pas de la santé sexuelle et de la sexualité. Donc, en fait, tout le monde est un peu au même niveau, je Mmh. pense, au manque Oui. d'information. Et je rebondis juste sur ce que la France est en train de discuter suite à MeToo, inceste et toute l'ouverture de la parole par rapport aux victimes d'inceste et au fait qu'il faut que les différents gouvernements prennent leurs responsabilités par rapport à protéger les enfants de manière large hein, sur les violences sexuelles. Nous on inclut l'excision parce que c'est notre domaine, mais on inclut tout le type de violences sexuelles. Ils sont Mmh. en train de discuter pour deux consultations, enfin deux consultations, deux moments plutôt, deux moments qui seraient proposés par la médecine préventive scolaire. Donc, par rapport à l'école en France, ce serait en primaire et collège. Donc, ça serait peut-être pour la Belgique aussi primaire et le secondaire, mais un moment en fait où les médecins scolaires ou infirmières scolaires seraient formés à ouvrir cette parole. Donc, comme tu disais, dans la proactivité, hein, personne va parler si on ne lui tend pas la main, mais ça pourrait être une piste. Nous, c'est quelque chose, c'est vrai qu'au niveau du plaidoyer, on essaye de pousser ça aussi avec la ministre de la petite enfance, mais ce serait de se dire, voilà, tous les enfants devraient pouvoir bénéficier un moment à l'école d'un moment safe, enfin un lieu sécure où ils peuvent parler, mais avec des gens formés, enfin, comme vous le faites maintenant dans le cadre des consultations. Voilà, donc ça, c'était ce commentaire-là. Et puis, il y avait une autre question d'Iman. Comment organisez-vous, vous vous organisez pour les traductions lorsque les mères ou les enfants ne s'expriment pas en français? Bah, c'est toujours plus compliqué évidemment, mais ça n'empêche pas de travailler. Donc on fait appel, à un interprète, hem et voilà, la question de l'interprétariat, je pense que c'est vraiment une question qui revient sans cesse parce que c'est vraiment pas évident. Il faut un interprète qui, dans le meilleur des cas, est formé aux violences de genre, donc qui est sensibilisé et qui va être capable d'aborder, l'excision, mais aussi l'intimité. C'est pas si évident pour tout un chacun de parler de vulve, de clitoris, de sexualité, enfin voilà, c'est pas ça va pas de soi et donc il faut quand même prendre soin avec l'interprète de vérifier ça. Heu, Aussi évidemment le secret professionnel, partagé, hein, ça c'est vraiment une condition très importante et c'est tout un travail, ça prend plus de temps. Il faut,
Il faut s'assurer que la situation d'interprétariat convient bien à la maman, qu'elle a le sentiment d'être comprise. Il faut pouvoir donner la parole aussi à l'enfant. Pour l'interprète, ça peut être très compliqué de jongler entre le petit de 2 ans et demi a dit ça, mais la maman a répondu ça et la grande sœur a dit ça. Donc voilà, mais on on se débrouille. Donc voilà, ça arrive, c'est pas la majorité des entretiens, mais ça arrive que l'on doive travailler avec une interprète. Parfois, c'est un peu bloquant, parfois on ne sait pas aller vraiment en profondeur. Ce qu'on peut imaginer parfois, c'est d'aller davantage vers des rencontres individuelles. On va proposer à la maman de la voir seule pour pouvoir, voilà, discuter de façon plus posée, qu'avec les enfants, et si les enfants sont plus grands, on va favoriser cette voie-là aussi. En général, ça se passe bien et ça n'empêche pas, c'est peut-être un peu plus limitant, mais ça n'empêche pas, un travail de se faire. Et puis on a des mamans aussi qui se forment au français et qui d'année en année, bah, ont fini par ne plus tellement avoir besoin de l'interprète, et ça, c'est chouette aussi. Merci. Voilà, donc pour information, au niveau du GAMS Belgique, on forme aussi des relais communautaires qui sont formés aux violences de genre et à l'accueil et l'écoute pour combler un peu ce manque-là. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas couvrir toute la Belgique, hein, c'est illusoire de dire voilà, qu'avec notre pool, même si le pool est de 40 personnes entre voilà, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, c'est pas évident. Et donc, dans le cadre des stratégies concertées avec Céline voilà, et les autres membres, ça fait longtemps qu'on y pense et on espère que cette année, bon, le Covid nous a un peu ralenti, on pourra le faire, c'est de proposer des formations au CETIS, à Bruxelles Accueil, voilà, aux différentes associations qui proposent de l'interprétariat social pour aussi former les personnes de ces associations aux violences de genre, parce que c'est particulier comme traduction. Et c'est vrai que quand on a l'habitude, moi je travaille souvent avec les mêmes, les mêmes personnes, c'est beaucoup plus fluide aussi, hein, parce qu'elles savent déjà comment on va mener la consultation avec certaines traductrices. Elles me devancent presque, parce que comme on a systématisé aussi les différentes étapes, voilà, donc important de travailler, oui, avec des gens de confiance et formés. Alors, il y avait une autre question. Oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, Céline, comment vous faites? C'est une question de Colette. Lors de cet entretien, comment accueillez-vous l'annonce d'une excision qui aurait eu lieu? Donc, par exemple, une maman qui vient en disant, ben voilà, je viens protéger ma fille intacte, mais finalement, la petite est excisée. Et donc pendant ou après l'examen médical, voilà, s'il y a excision, quel accompagnement vous proposez dans l'immédiat et pour le suivi plus tard? Voilà, est-ce que Oui. ça vous est déjà arrivé, cette situation? Alors, dans le cadre des suivis CGRA, ça ne nous est jamais arrivé. Maintenant, on a déjà eu l'exemple d'une maman qui était en demande d'asile et qui venait demander un certificat, d'excision dans le cadre de sa demande d'asile. Donc elle, elle était excisée et elle était persuadée que sa petite fille ne l'était pas. Or, elle l'était. Mm. Et évidemment, ces situations-là sont terribles pour la maman. En tout cas, l'exemple que l'on a eu pour elle, ça a été un effondrement. Parce que toute sa logique, d'exil, de protection de sa fille est tombée par terre en une fraction de seconde. Et donc là, on est franchement content de travailler en planning et de pouvoir immédiatement recevoir la maman. Dans un premier temps, c'est juste accueillir ce qui vient comme émotion. Hein, et c'est accueillir, c'est être à côté, c'est entendre la souffrance et puis c'est proposer une prise en charge. Alors là, en l'occurrence, c'était plutôt, pour la maman, l'enfant était assez petite, mais bien sûr, on garde en tête qu'une prise en charge pourra peut-être à un moment donné aussi se faire pour l'enfant. Heu, pour, voilà, comment grandir avec cette excision, avec cette histoire-là de l'excision qui n'est pas banale, hein. Et la maman, bah, il faut prendre soin évidemment, ça c'est maintenant dans le cadre des suivis CGRA où la petite fille, était intacte et où une excision a eu lieu, ça n on n'a jamais eu, voilà, j'imagine, qu'on aurait le même réflexe d'accueillir la maman, mais Fabienne, je vais te laisser répondre puisque tu as peut-être l'expérience de ça. Ben, nous, on a eu la même expérience. Donc, je travaille aussi tous les mardis matins à C'est ma vie, au centre médical d'aide aux victimes de l'excision avec Dr Caillet. Donc, on a eu la même situation que tu racontes, une maman
qui venait voilà, exciser avec sa petite fille en disant je l'ai protégée et pour faire sa demande d'asile et on lui annonce aussi que malheureusement elle a été excisée. Par contre, on a eu le cas de petites filles qui ont déjà été reconnues réfugiées et qui viennent pour leur examen annuel, où il y a eu un diagnostic différentiel de fait. Donc, où il y a eu soit la fusion des petites lèvres, ou soit un lichen scléreux. Donc, en fait, c'est deux pathologies vulvaires qui peuvent aussi transformer l'aspect de la vulve et qu'on peut confondre avec une infibulation ou une excision. Et ça, c'est très important à connaître. Et c'est pour ça que dans les guidelines qu'on a pu faire dans l'évaluation du risque, on est d'ailleurs en train de mettre à jour en ce moment, quand il y a un risque d'excision, ou on pense plutôt que l'enfant a été excisé, si on n'est pas sûr de soi, il faut toujours demander un deuxième avis parce que les répercussions sont très grandes. Donc, dans le cas d'une enfant qui a été reconnue réfugiée et qu'on conclurait à 100% sûr qu'elle a été excisée, il y a des répercussions forcément judiciaires, voire sur son statut de séjour peut-être, de la maman. Enfin, ça n'est jamais arrivé encore, mais on a eu plusieurs cas où justement quelqu'un avait dit elle a été excisée, et moi j'avais dit mais attendez, envoyez-la dans un centre de référence par un médecin formé, et finalement le médecin formé avait conclu à une fusion des petites lèvres. Donc la fusion des petites lèvres, c'est quand les petites lèvres s'accolent et se ferment, et ça peut ressembler à une infibulation. C'est finalement assez fréquent, même chez les petites filles blanches, il n'y a pas de nationalité. Voilà. Les pédiatres connaissent très bien ça. Avant, il y a 50 ans, on essayait peut-être d'ouvrir, d'opérer, et maintenant on dit qu'il faut laisser, tant que la petite fille peut faire pipi, que ce n'est pas complètement fermé, on laisse, et qu'avec la puberté et l'imprégnation hormonale, après, voilà, les petites lèvres vont grandir, vont grossir, et la vulve, ça va s'entrouvrir. Donc, normalement, on évite de réopérer parce que si on opère, ça se referme souvent, on réopère. Il y a des enfants qui sont opérés deux, trois fois et c'est assez traumatique. Et le lichen scléreux, c'est pareil, il y a des petites crèmes à mettre, voilà, à base de corticoïdes, il y a des traitements, mais ça, c'est aussi important de faire le diagnostic, en fait. Donc, toujours quand on n'est pas sûr, avant de dire votre enfant a été excisé, si on n'est pas dans un centre de référence, voilà, avec des médecins formés, c'est toujours mieux de référer. C'est important. Et l'accueil, oui, de la maman. Quand j'ai vu ça, hein, les effondrements de maman quand on leur dit que leur petite fille est excisée, c'est important de les soutenir, et aussi une fois que la maman est plus capable, voilà, de parler avec vous, de refaire le fil un peu. Et parfois dans l'histoire, elle dit oui, il y a un moment, j'ai laissé 6 mois, peut-être ma petite fille, j'étais très malade, ma petite fille, elle est restée 6 mois à vivre avec ma mère au village ou des choses comme ça. Et on essaie de voir à quel moment ça aurait pu se produire. Parce que souvent, la maman, voilà, ça peut qu'elle ne soit pas au courant et que ça a été fait contre son gré, en fait. Ou c'est des mamans qui étaient ici, où la maman et où la petite fille est arrivée plus tard. Donc ça, j'ai aussi eu le cas, hein. La maman est déjà là et la petite fille arrive plus tard. Et l'excision a eu lieu entre le moment où la maman était en Belgique, où elle arrive. Donc, il y a eu le cas de regroupements familiaux où la maman n'a pu fuir que toute seule parce qu'elle n'avait pas l'argent ou c'était trop compliqué de fuir avec ses deux filles. Donc, elle fuit toute seule, elle obtient l'asile. Une fois qu'elle a la protection internationale, elle essaye de faire venir ses enfants par regroupement familial. Et là, elle découvre que ses deux enfants qu'elle avait laissés intacts sont excisés. Et là aussi, c'est très, très dur parce qu'en tant que maman, on s'est dit tout ça pour ça, quoi. Voilà, j'ai quitté mon pays, j'ai traversé la mer, j'ai vu des gens mourir, j'ai peut-être été violée en chemin. Et finalement, je n'ai pas réussi à protéger mes filles. D'où l'intérêt d'essayer, avec les avocats, les associations, de vraiment accélérer le processus de regroupement familial. Nous, ça nous est déjà arrivé d'utiliser le visa humanitaire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça aussi, mais où on savait que l'enfant était à risque plus d'être excisé. Et on avait une toute petite fenêtre de 15 jours pour faire venir les enfants. Et là, avec la maman, les avocats, l'Office des étrangers, on a fait venir les deux filles par visa humanitaire pour pas qu'elles soient excisées. Voilà, je ne sais pas, Céline, si tu voulais compléter le rapport, ça va? Non, je vois qu'il y a d'autres questions au Oui, niveau du voilà, chat. donc je vais… Alors, une question sur la grossesse. Oui.
Est-ce que l'information peut déjà être donnée pendant la grossesse lorsque c'est une petite fille à venir? Donc, lorsque la maman, voilà, est enceinte d'une petite fille, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est l'idéal évidemment. C'est vraiment, pour nous, c'est, c'est vraiment, un moment opportun, celui de la grossesse, parce qu'on a aussi le temps et bien souvent les mamans sont aux prises aussi, avec l'accouchement à venir. Parfois, elles n'ont jamais accouché ou parfois elles ont accouché au pays, ce qui est une expérience en soi. Et donc, au planning, nous, on a un atelier, maternité d'ici et d'ailleurs qui permet d'aborder toutes ces questions-là, qui se veut être quelque chose, hem, voilà, on va faire, répondre aux questions, on va discuter ensemble des traditions dans les différents pays, comment, voilà, le vécu de chacune, les appréhensions de chacune. Ça peut aussi donner lieu à une prise en charge individuelle. Ça notamment, notre permanence décentralisée dans le service de gynécologie et d'obstétrique de la Citadelle de Liège, nous permet, dans l'idéal, de rencontrer les mamans dès la prénatale pour pouvoir aborder la question justement de l'accouchement et si c'est une petite fille, voilà comment les stratégies, de protection peuvent aussi, émerger chez la maman parce que du coup, là, on est face à un public, qui n'est peut-être pas dans un suivi CGRA, qui peut voyager ou, voilà, qui on touche à un autre type de public, aussi du coup avec cette permanence-là. Hem, donc voilà, c'est tout à fait, c'est vraiment l'idéal, en fait. C'est parce qu'on a le temps de pouvoir en parler et de pouvoir, et à nouveau, ça offre toute une série de possibilités en fonction de la situation et du vécu de la maman. Voilà, je ne sais pas si Fabienne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui? Oui, oui, c'est que nous aussi, voilà, au niveau du GAMS, c'est très important pour nous de faire cette sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on est aussi occupé avec le SPF Santé publique à former les gynécologues et les sages-femmes par rapport à ça pour qu'elles aussi peuvent être des acteurs et des actrices de prévention. Hein, parce que c'est super important de former les associations, les plannings familiaux et tous les acteurs autour de la naissance. Donc, que ce soit l'ONE après qui vont faire les premières visites à la maison, que ce soit les sages-femmes et les gynécologues. Et là, en juin, on va réouvrir une formation de 2 jours, parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour des sages-femmes personnes ressources. Donc, si vous connaissez dans votre entourage, voilà, hein, ça peut être peut-être pour des nouvelles sages-femmes de la Citadelle aussi ou d'autres hôpitaux comme Saint-Pierre qui reçoivent ou Excel beaucoup de femmes concernées. C'est une formation de 2 jours complète pour être des personnes ressources, des sages-femmes ressources dans sa maternité. Alors, il y avait une question aussi d'Alexandre Dandois. Voilà, en qualité d'agent de proximité police, avez-vous des brochures qui pourraient être données à la population sur le planning familial à Namur? Donc voilà, donc le FPS de Liège est à Liège, voilà, son nom. Et il y a d'autres plannings, ça répond peut-être à l'autre question aussi par rapport s'il y a d'autres plannings. Il y a d'autres plannings qui sont aussi en train, je pense le FPS de Liège et voilà, et avec le planning Louise Michel à Liège, hein, je pense que c'était un peu les deux, les deux plannings qui se sont un peu plus, voilà, qui ont creusé la question et qui ont proposé en fait des consultations spécialisées où leurs équipes se sont formées. Mais maintenant, il y a d'autres plannings qui aussi se forment et proposent ce genre de consultation. Donc pour Namur, par exemple, il y a le blé en herbe. Donc le blé en herbe est juste en face le local du GAMS à Namur. Donc je vous invite à voilà, prendre contact avec nous, nous envoyer un mail et on pourra vous donner les liens sur Namur. Il y a le FPS de Namur aussi, hein, qui a été un partenaire du GAMS aussi pendant longtemps. Donc, et le FPS de Namur, le blé en herbe, sont des centres de planning qui proposent aussi des consultations avec des médecins formés. Voilà, on parlait de Serein, à Verviers aussi. Voilà. Donc, je Oui. pense que voilà, peut-être tu peux donner d'autres noms de planning aussi que tu connais. Je n'ai pas tellement d'autres noms à Mm. donner, mais en tout cas dire que les centres de planning sont vraiment des lieux stratégiques en fait, par rapport à la question, de l'excision parce qu'il y a de la demande, hein, notamment
que ce soit pour des certificats dans le cadre d'une demande d'asile ou justement des suivis CGRA. Et donc, nous, on constate que beaucoup de plannings sont confrontés à ce type de demande. Maintenant, c'est vrai que nous, on a l'avantage, en effet, on a repris un projet qui avant existait au sein du planning de Louise Michel, et donc on est subsidié, ça veut dire qu'on a des moyens, et donc c'est plus confortable évidemment. On est 2 psy salariés dans l'équipe d'accueillante. On a des assistantes sociales formées aussi davantage sur la question justement des demandes d'asile, des différentes procédures, et cetera, et donc tout ça permet de pouvoir accueillir les personnes, en en connaissant un peu mieux, ces situations avec, vraiment des bonnes balises. Donc ça, c'est confortable. Maintenant, nous, on a dans l'idée que, si tous les plannings pouvaient être sensibilisés, formés et pouvoir, développer leur propre façon, hein, de s en s'inspirant ou non, mais d'accueillir ces situations, voilà, ce serait vraiment opportun pour les personnes, hein. Hem, Parce qu'il y a des situations, on entend ça, ou parfois, voilà, des collègues qui travaillent dans plusieurs plannings et «Bah oui, on avait ce genre de situation aussi», mais ici, l'idée, c'est vraiment que ce soit une pratique qui est concertée par une équipe pluridisciplinaire, où on va vraiment réfléchir les choses et se positionner vraiment tant d'un point de vue clinique, mais d'un point de vue institutionnel aussi. Et ça, c'est très soutenant en fait, comme quand on est intervenant psychosocial, quand on est sur le terrain et qu'on peut se reposer là-dessus, c'est vraiment beaucoup plus confortable de travailler avec ces situations-là. Et dans nos missions de planning, il y a aussi la sensibilisation des professionnels. Donc on rencontre que ce soit des équipes de planning, des équipes de l'ONE pour sensibiliser, pour expliquer, pour informer, hein, pour voilà, un petit peu à la carte aussi en fonction de ce dont les équipes ont besoin. Donc on fait ça aussi. Et pour répondre à la question, on a des brochures, voilà. Voilà, donc faut pas hésiter, voilà, à contacter les Voilà. associations spécialisées, hein, sur les mutilations génitales. Vous nous dites ce que vous voulez comme type de brochure et on vous les envoie par la poste sans problème. Il y avait un commentaire de Sarah qui disait: «Ah, j'étais pas au courant pour les visas humanitaires, pourquoi on les utilise pas plus?» Donc ça, c'est vrai que c'est pas non plus en un claquement de doigts que ça s'est fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de lobby. Je sais que la maman, elle a vraiment téléphoné plein de fois, elle a harcelé l'Office des étrangers. Enfin, elle était là presque tous les jours à appeler, l'avocat, le GAMS. Enfin, c'est pas que ça se fait aussi si facilement. Il a fallu aussi faire beaucoup de lobby. Je sais pas, Kéla, si tu veux rajouter quelque chose, comme tu es juriste. Oui, Tu as effectivement. rejoint le GAMS, donc Kéla travaillait avant chez Intact, et Intact, malheureusement, voilà, n'a pas réussi à avoir tous les subsides pour survivre. Donc, ils sont restés à un niveau bénévole, mais maintenant Kéla travaille chez nous et on a récupéré, si je peux dire, l'expertise juridique. Alors, Kéla, si tu veux dire un mot sur les visas humanitaires. Oui, effectivement, comme le soulignait Fabienne, c'est une possibilité, mais ça reste très difficile à obtenir parce qu'il n'y a pas de cadre légal, c'est pas réglementé. Ça reste en fait une faveur que peut accorder le ministre de l'Intérieur via l'Office des étrangers. Et donc, ça c'est accordé assez exceptionnellement, les visas humanitaires. Donc, en principe, c'était utilisé pour par exemple, les situations de Syriens chrétiens qui étaient menacés dans leur pays. C'était des situations comme ça. Et effectivement, maintenant, de manière individuelle, il y a effectivement, Fabienne parlait d'une situation exceptionnelle où une dame avait obtenu la possibilité de protéger sa fille qui est à risque d'excision dans le pays. Mais il faut savoir que, par exemple, lorsque nous avons malheureusement des demandeuses d'asile qui sont dans la procédure de demande d'asile, souvent elles nous disent, voilà, moi, je suis dans cette procédure qui est toujours en cours et ma petite fille est à risque d'excision. Malheureusement, j'ai dû l'abandonner au pays. Malheureusement, dans ces conditions, dans ces situations, le visa humanitaire est extrêmement difficile à obtenir parce qu'il demande des conditions de prise en charge et qui sont très difficiles pour la personne à obtenir.
Maintenant, ce qu'il y a, c'est que parfois, il y a des dames qui ont obtenu la qualité de réfugiés et qui pourraient faire venir leur enfant dans le cas de regroupement familial. Et là, le regroupement familial prend du temps. Eh bien, là, on pourrait envisager un visa humanitaire, mais elles sont déjà dans les conditions de regroupement familial. C'est juste que ça prend du temps et en mettant en avant le risque d'excision. De dire que voilà, on sait qu'il y a le regroupement familial possible, mais il y a un risque d'excision et donc on demande d'accélérer la procédure. Donc dans ces situations-là, mais effectivement, c'est des situations comme ça reste en fait, ça n'a pas été réglementé pour que ça reste un petit peu un espèce de passe-droit que peut se permettre l'Office des étrangers. C'est extrêmement difficile de pouvoir ensuite après contester, demander, parce que c'est vraiment presque au cas par cas, c'est un petit peu, voilà, c'est pas du tout réglementé. Maintenant, c'est vrai que la situation malheureusement qu'on rencontre souvent des dames qui sont dans la procédure d'asile et qui veulent essayer de faire venir leur fille ici alors qu'elles sont encore dans la procédure, ça c'est vraiment très compliqué. Sauf si elles ont peut-être une personne qu'elles connaissent qui pourrait faire venir la petite fille dans le cadre d'une demande de visa touristique ou des choses comme ça, sinon c'est très compliqué. Voilà, je suis, malheureusement, on est un peu obligé de faire avec la loi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut Voilà, pas mais essayer. n'hésitez pas à nous contacter en fait, hein. Ce genre de questions, vous pouvez tout à fait appeler le GAMS, demander qu'elle a et au cas par cas, elle peut analyser le dossier et vous conseiller, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, Alors, Aussi, si vous voulez, il y a aussi le médiateur fédéral qui a fait toute une brochure sur le visa humanitaire, si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails là-dessus. Voilà, je reste. super, merci. Donc, il y avait des questions très spécifiques, savoir si à Bastogne, on connaissait dans la région un centre de planning. J'ai pas en tête le plus proche auquel je pense, c'est le planning de Rochefort, où je sais voilà, qu'il y a des médecins qui ont été formés. Bastogne, alors voilà, ça c'est aussi un conseil, c'est que quand vous êtes près d'un service qui n'a pas été formé et que vous connaissez quelqu'un qui a envie, vous nous envoyez la demande en fait, hein. Pareil pour les maternités. Parfois, on me dit, voilà, où je suis à Moucron, à Tournai. Et donc, nous, c'est bien, c'est quand on a une porte d'entrée dans la maternité ou dans l'association ou l'organisation. Si vous nous identifiez une porte d'entrée, voilà, quelqu'un qui est motivé, soit une des responsables, ou voilà, eh bien, on peut alors organiser des formations, hein. Donc, c'est tout à fait possible. On va réorganiser des formations pour les médecins, justement, avec la Croix-Rouge. Donc, il y a la Croix-Rouge qui nous a demandé pour les médecins qui travaillent dans les centres d'accueil Croix-Rouge. Alors, je suis en train de lire les questions. Ah oui, donc Marie Moreau qui rappelle en disant attention de ne pas oublier quand on travaille dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, de ne pas oublier les mamans, mais qui viennent pour des raisons politiques. Donc, comme des mamans qui viennent d'Érythrée, hein, ça arrive aussi pour la Somalie, où elles disent bah, j'ai quitté à cause des violences d'El-Shebab, parce que mon mari, j'ai un enfant qui a été tué par El-Shebab, où la question de l'excision, de l'infibulation ne sort pas. Ben, là aussi, hein, c'est plus un commentaire qu'elle fait Marie. Merci de souligner. La proactivité est là, comme disait Céline, super importante. Encore plus, hein, parce qu'il y a des mamans, surtout les mamans originaires de Guinée, souvent elles viennent avec leur petite fille, elles savent déjà, voilà, je viens pour ça et elles l'expriment directement. Mais dans les pays où il y a des problèmes politiques ou la guerre, ben, les gens vont peut-être dire en premier, ben, je quitte la situation politique, alors qu'elles sont aussi concernées par l'excision. Et là, ben, c'est parfois plus dur, hein. Nous, Oui, tout à on a fait. la chance de travailler avec Fiven, qui est une collègue érythréenne, qui a aussi vécu en Éthiopie, donc elle parle les deux langues tigrinya amharique. Et on sent que chez les dames érythréennes, enfin, je ne sais pas si vous avez l'expérience, hein, c'est parfois un petit peu plus dur, justement, parce qu'elles ont quitté pour un autre motif. Et alors, elles se demandent, mais de quoi vous venez me parler? Moi, je Tout suis à pas fait. pour ça. On a eu l'expérience à un moment donné quand il y a eu beaucoup de Somaliennes qui sont arrivées et alors, donc elles ne venaient pas du tout donc je parle de ça il y a plusieurs années maintenant.
mais elles ne venaient pas du tout pour par rapport à l'excision. Néanmoins, une fois qu'elles sont arrivées au centre, elles ont été, sensibilisées, notamment je pense, grâce aux GAMS et c'est très, très bien et en même temps, on recevait ces dames en consultation, en accueil et ça avait un effet pervers et c'est pas grave parce que c'est à nous de s'en inquiéter en tant qu'intervenante, mais c'est vrai qu'on se retrouvait avec des dames somaliennes qui étaient là depuis quelques semaines, qui parlaient pas le français et qui ne comprenaient pas très bien ce qu'elles venaient faire, pourquoi est-ce qu'elles venaient voir un médecin pour parler de l'excision, pour avoir un document et donc on part vraiment du point de départ de la sensibilisation et donc c'est encore un autre travail, c'est encore être confronté différemment à la problématique. Donc oui, on a déjà été confrontés à ce type de choses, il y a un petit temps. Ça c'est, voilà, beaucoup moins fréquent pour le moment et on a peu, de dames, d'Érythrée, heu, Mais je voilà trouve pour le moment. que voilà, une des victoires et du cheminement qu'on peut faire avec les femmes dans la sensibilisation, ben, c'est ça, c'est de dire, même si au départ elle a quitté pour des raisons politiques, mais que grâce aux ateliers de groupe, aux groupes de parole, voilà, aux entretiens individuels de counseling, après 2 ans, elle puisse exprimer je vais arrêter la pratique pour mes filles ou mes filles à naître. C'est une victoire en fait. Et nous, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on n'a pas besoin, quand on franchit la porte du GAMS, d'être déjà convaincu. Au contraire, notre rôle, il est plutôt Mmh. pour les mamans qui sont pas ou qui sont un peu tiraillées entre justement ce qui est imposé, la norme sociale, hein, ce qui est imposé par le pays et par toutes des générations de femmes qui ont été excisées avant et parce qu'elles entendent au GAMS. Donc, au contraire, je trouve ça, c'est un plus grand défi en fait, hein, encore un plus grand travail parce qu'une maman qui vient déjà, je vais protéger ma fille, ben, on n'a plus grand-chose à faire en fait. Enfin, c'est beaucoup plus facile et au contraire, je pense qu'on doit vraiment, nous, on travaille là-dessus, se former à déconstruire tous les stéréotypes autour de l'excision et pourquoi c'est si important de continuer. Et c'est tout ce travail-là qui est super intéressant de cheminer avec les femmes. Je vois qu'il y a une question par rapport aux brochures. Je ne sais pas si du coup c'est par rapport à Alors nos brochures du planning ou? Stéphanie a répondu. Ah OK. En tout cas, vous pouvez toujours adresser aussi un mail au planning si vous voulez des brochures et effectivement, on les a en 8 langues différentes, hein, donc il y a pas que français et anglais. Voilà. Et alors, il y a des gens, voilà, il y a une personne qui nous quitte. Alors, c'est l'occasion, hein, puisqu'on est à 5 minutes de l'action, juste de dire que, voilà, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'excision des certificats, mais en ce moment, dans 5 minutes, à 11h30, il y a une action et elle est liée en fait à la discussion d'aujourd'hui. Il y a une action qui a lieu avec un groupe, voilà, il y a 30 signataires d'associations féministes. Au départ, c'est les Progress Lawyer Network, le cabinet d'avocats qui a l'occasion beaucoup de soutenir justement les femmes excisées et leurs petites filles qui nous ont interpellées. Le GAMS pour savoir si on voulait être partenaire, évidemment qu'on voulait. Donc, il y a une partie de l'équipe là qui est partie justement devant le bureau de Sarah Schlitz et Sami Madi pour défendre le fait qu'il faut que les mamans aient la même protection internationale que leurs petites filles, parce que vous devez savoir que depuis 2019, ça a changé. Avant, une petite fille reconnue réfugiée, ses parents avaient automatiquement aussi le statut de réfugié. Et maintenant, on estime que non, c'est que la petite fille qui est à risque, c'est que elle qui peut prétendre à la protection internationale. Et la maman n'a rien, elle reste, certaines mamans reçoivent même un ordre de quitter le territoire. Donc, vous vous rendez compte, elles reçoivent ordre de quitter le territoire et la petite fille de 2 ans a ses papiers. Donc, voilà, donc on est parti. Donc, il y a la présidente du GAMS, voilà, des collègues qui sont partis avec des poussettes et des bébés enfin des bébés, non, plutôt des poupées. Et l'idée, c'est de laisser les poussettes, c'est un signal fort, hein, laisser les poussettes devant le cabinet des ministres et partir et dire, voilà, vos politiques, ça conduit à ça. Les bébés peuvent rester, les enfants et pas les mamans. Donc, on espère que ce mouvement, du coup, qui va être suivi, hein, Belga sera là, les journalistes, que ça va faire bouger les choses. Et c'est un lien, parce que toute la matinée, là, on parle de protection des enfants, de l'examen, mais quid des mamans, quid de leur protection.
Et hier, on avait aussi une conférence dans le cadre du 6 février et Selma, une des avocates, disait très justement que maintenant, on demande aux mamans d'être régularisées, mais que la régularisation, en fait, protège moins parce que quand on est régularisé, on peut voyager au pays. Alors que quand on a le statut de réfugié, on ne peut pas voyager et du coup, on est beaucoup plus protégé. Voilà, donc juste une petite intermède pour vous dire ce qui se passe en ce moment et vous aurez certainement des images, je pense, de l'événement. Alors, je regarde Céline, s'il y a d'autres. Oui. Bravo pour cette action. Voilà. Est-ce que vous pensez que cela a un intérêt de demander un certificat de non-excision pour une maman érythréenne non excisée qui a une bébé fille née en Belgique si sa demande d'asile n'est pas en lien avec la problématique? Oui, ça peut tout à fait. Après, je pense que ça reste à discuter avec la maman parce que il ne faut pas qu'elle se sente dépossédée et vu que ça touche à son intimité, voilà, je pense qu'il faut passer par la case sensibilisation de cette maman, peut-être investiguer un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas excisée? Est-ce que ça ne se fait pas dans sa région, pas dans sa famille? Il faut investiguer un peu ça, la sensibiliser si c'est nécessaire, voir un petit peu comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à ça et lui expliquer en quoi, la Belgique peut, la protéger de ça aussi. Enfin, ça peut faire partie de sa demande d'asile. Une demande d'asile peut être formulée sur différentes persécutions. Donc, c'est intéressant et après, il ne faut pas l'imposer non plus. Je pense qu'il y a une façon de faire, mais oui, là, clairement, oui. Oui, et moi j'ai eu beaucoup de femmes par contre érythréennes à C'est ma vie, mais qui venaient plus justement en disant je ne sais pas en fait, hein. Comme parfois aussi c'est fait très tôt en Érythrée où les mamans elles se souviennent pas ou les femmes se souviennent pas. Bien, elle venait plutôt sur les conseils d'une assistante sociale, d'une infirmière d'un centre ou alors de Médecins du Monde, parce qu'il y a beaucoup de dames qui sont transmigrantes parmi les dames érythréennes. Et elle venait plus en disant, en fait, on m'a parlé de l'excision où j'ai assisté à une animation. Et en fait, je ne sais pas pour moi-même. Ça me met en doute que finalement, est-ce que je le suis ou je ne le suis pas? Et ça venait plus dans on fait voilà, comme une consultation gynéco et ça fait partie de l'examen. Après, tous les autres besoins, est-ce qu'elles ont besoin de la contraception ou autre chose? Et en même temps, apprendre à se connaître et savoir, tiens, moi j'ai une copine qui l'est, une copine qui ne l'est pas, on est toutes les deux d'Érythrée, moi j'ai envie de savoir en fait. Et donc, présenter, je pense, comme ça, c'est peut-être moins, voilà, en disant… oui, ça engage à rien. Après, on en fait ce qu'on veut de son certificat. Après, elle est maître de son certificat ou pas, hein. Elle le donne pas. Ça lui appartient en fait à la femme. Mais ça peut être, j'ai envie de savoir. Donc, voilà. Je Et rebondis sur ce que tu pardon? dis. Oui. Je rebondis parce que c'est important, je trouve. On pourrait partir du principe que les dames savent qu'elles sont excisées ou non, qu'elles connaissent leur type d'excision, mais c'est rarement le cas en fait. Et dans le cadre des suivis CGRA, justement, il y a pas mal de prises en charge du coup, que ce soit au niveau psychologique ou sexologique ou même médical, qui se font grâce aux entretiens qu'on met en place, puisque a priori c'est pas leur demande, mais elles vont se saisir de ça et finalement ça va donner lieu à ça, à la découverte aussi de son propre corps. Et de finalement, moi aussi, j'ai des difficultés au niveau de ma sexualité. Et ah bon, il y a des moyens, des alternatives où on peut en parler. Donc ça, c'est vraiment, c'est génial de pouvoir quand les mamans voilà, peuvent aussi cheminer de cette façon-là. Et donc, il ne faut pas croire que les dames se rendent compte ou ont conscience systématiquement de ce qui a été fait sur elles. Elles savent qu'elles ont été excisées, elles s'en souviennent, parfois, heu, mais voilà, quitte à savoir vraiment, ce qui a été fait et donc c'est souvent un moment important pour les femmes aussi, Tout à fait. de découvrir ça et donc on essaye que ça ne soit pas uniquement médical, mais on collabore avec le médecin pour recevoir la patiente aussi et parler, de ce qui a été constaté dans la consultation médicale. Voilà. Alors, quelqu'un demande, Sarah, oui, alors les cartes de prévalence, elles ont été mises à jour en 2019. Donc, Sarah disait qu'elle avait celle de 2016. Mais je pense que sur celle de 2016, on avait déjà l'Indonésie en rouge, hein. Donc, c'était principalement ça, le grand changement qui avait été fait. Donc, si l'Indonésie est déjà en rouge sur votre carte, c'est qu'elle est déjà pas trop vieille, c'est bien, parce que normalement, les cartes les plus récentes, voilà.
Et après, on a les… Oui, alors quelqu'un demande, c'est le site du GAMS, on a mis la plus récente. Après, les études ne sont pas faites chaque année, hein, donc, et souvent, le temps qu'elles sont publiées, elles datent déjà, les années de référence sont 2 ou 3 ans avant. Donc, à part l'Indonésie, il n'y a pas eu des grands changements. On va vérifier sur le site du GAMS, voilà, quelle année on a, mais n'hésitez pas là encore à nous demander par email des commandes et on vous les enverra par courrier. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour Moi, l'instant. j'avais une proposition, en fait, Vas-y, parce que je me rends compte qu'il y a encore 2-3 petites choses que j'ai envie de vas-y, ouais. partager, et j'ai aussi quelques témoignages si ça vous Vas-y, intéresse, vraiment je te quelques redonne la minutes. parole. Ouais. Vous remarquez que je n'ai pas tellement parlé d'outils, premièrement parce que ça avait déjà été très bien fait par Joël, au mois de décembre, et que voilà, l'idée n'est pas de refaire 36 fois la même chose. Et en même temps, notre réflexion autour des outils, c'est bien sûr, on ne remet pas du tout en question, leur utilité, bien au contraire. Par contre, en tant qu'intervenant, je pense qu'il faut pouvoir aussi se rendre compte que, on est notre propre outil, hein, pour aller à la rencontre des personnes. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, quand on sensibilise, des professionnels, une équipe, voilà, qui est en demande, en questionnement, qui a envie, mais qui voilà ne c'est un peu difficile de parler de l'excision. Il nous faut des outils, il nous faut des outils, il nous faut des outils, et c'est vrai, ça peut aider, il faut replacer l'outil à sa place. C'est un média, c'est un moyen ludique d'entrer en contact ou de se faire comprendre, hein, voilà, c'est vraiment ça peut être très riche à utiliser, et en même temps, hem, ici, dans ce protocole, nous, on mise beaucoup sur la rencontre avec la maman. Je pense que vous l'avez compris dans toute la réflexion, qu'il y a autour de ce protocole et la façon dont on le met en œuvre, mais il faut pouvoir faire confiance aux gens aussi, se faire confiance en tant qu'intervenant, et voilà, on est notre propre outil, on va avec nos mots, avec notre façon d'être, à la rencontre des mamans. Donc voilà, ça pour moi, c'était quand même important de le dire, et on ne peut pas avoir la maîtrise aussi de l'effet que va avoir l'intervention, et ça peut être inconfortable, en fait, hein, quand on est intervenant, parce qu'on a envie, que les mamans se sentent à l'aise, que les petites filles, se sentent bien et confortables, et en fait, non, il y a des entretiens qui vont être moins élaborés parce que les personnes vont être plus taiseuses, il faudra peut-être plus de temps, hein, voilà, c'est ouvrir des portes petit à petit, mais c'est oser le faire avec délicatesse, petit à petit, revoir les familles. Et alors, l'exercice de tout à l'heure avec le nuage de mots, je pense, a bien montré ça. C'est essentiel de travailler sur ses propres représentations et sur tout ce que ça peut, tout ce que ça peut faire émerger en nous. C'est vraiment très, très important parce que parfois, on se sent préparé, on a notre protocole, on a nos outils, on va en entretien et pouf, il se trouve qu'on est dans une situation qu'on n'avait pas du tout anticipée, mais parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les situations peuvent être diverses, tant du point de vue de la situation de la maman que de son vécu, que de son histoire, que de l'enfant aussi, et donc ça, c'est l'accueil de première ligne. On ne sait pas sur qui on va tomber, hein, et donc il faut pouvoir, s'ajuster et être prêt à tout entendre, hein. Notamment, par exemple, une maman qui se poserait des questions sur, la nécessité d'une excision pour sa fille, hein. Hem, donc tout ça, voilà, cliniquement, ce sont des choses qu'il faut pouvoir accueillir et avec lesquelles il faut pouvoir, avancer, cheminer. Donc voilà un petit peu pour, ce que je voulais, vous repartager, et alors au niveau des témoignages, je vous en lis, quelques-uns. Hem, donc par exemple, si la maman n'a jamais expliqué à la petite fille ce qu'est une MGF, alors j'ai parfois peur que la maman se brusque. J'appréhende que la maman soit victime de MGF et qu'elle ne l'ait pas dit à ses enfants. Si l'histoire de vie de la personne est dure et qu'elle a enduré des choses difficiles, j'ai parfois de la tristesse, de la colère et un grand sentiment d'injustice qui peuvent survenir. Qu'est-ce que la maman m'autorise à dire lorsque j'explique pourquoi leur maman, doit faire cette démarche, hein? Heu, une autre collègue qui dit: «Dans un premier temps, je me sens un peu hésitante, j'y vais à tâtons, car chaque situation est différente et je ne peux avoir une réelle trame de ce qui va se produire en entretien».
Un autre témoignage, je ressens parfois une impression d'intrusion dans une intimité qu'il est pourtant nécessaire d'aborder et pour que la petite fille comprenne. Je ressens que la petite fille n'a pas forcément envie d'en parler ou pas forcément envie d'être là. Il faut souvent pouvoir agir avec ça. La différence entre un accueil tout venant et les personnes qui viennent pour un suivi CGRA, c'est que elles sont contraintes par ce suivi CGRA. Autre chose encore, donc mes appréhensions tournent autour des personnes, la peur de ne pas comprendre ce qu'ils m'expriment, de ne pas réagir de la manière la plus adéquate, de ne pas trouver les bons mots, les bons outils pour les mettre à l'aise. Un autre témoignage, la peur de ne pas utiliser les termes adaptés à l'enfant, que je ne connais pas. Pas seulement en fonction de son âge, mais aussi de sa maturité, de son développement. Une autre collègue qui dit: «Je me rends compte que, quand la maman n'a rien expliqué à sa fille ou à ses filles et qu'elle me laisse expliquer, j'ai parfois peur d'aller trop loin par rapport à ce que la maman est prête à dire. Pour me rassurer, je vais souvent lui préciser que si elle souhaite me compléter ou reprendre l'explication, qu'elle n'hésite pas. Je vais également commencer par valoriser le rôle de protection de la maman. C'est ma façon de m'assurer que la maman sache bien que je suis là avec elle pour la soutenir.» Dans les différents entretiens que j'ai menés, différents discours sont possibles chez les parents à propos de la visite chez le gynécologue et de la rédaction du certificat. Je remarque que certaines mamans expliquent aisément les raisons du rendez-vous à leur enfant. Certaines ont même expliqué leur parcours, la raison de la fuite du pays d'origine, raconté leur propre excision. Certaines fillettes sont parfois très au clair et se disent être chanceuses d'avoir échappé à l'excision. Par contre, d'autres parents décident de donner d'autres explications. Je lui ai dit que le médecin allait vérifier si son nounou était bien propre. Ou je lui ai dit qu'elle allait voir un médecin, mais je préfère ne pas lui expliquer les vraies raisons car elle est trop petite. Je ne veux pas qu'elle soit traumatisée. Vous savez, chez nous, on n'explique pas tout aux enfants. Ce n'est pas comme ça ici, ce n'est pas comme ici. J'ai déjà eu une maman, par exemple, qui avait dit à sa fille qu'elle venait chez le dentiste, pour vous dire un petit peu. Alors, encore le dernier, donc respecter le rythme et proposer des moments individuels semble très opportun. Il n'est pas rare qu'une ado se saisisse de l'entretien individuel pour se confier et aborder des questions en lien avec la vie relationnelle, affective et sexuelle. Récemment, dans le cadre des suivis CGRA, j'ai vu en accueil une adolescente de 16 ans qui était excisée. Après 15 minutes de discussion, la jeune fille a saisi l'entretien pour nommer ses peurs quant à sa future sexualité. Ensemble, nous avons pu en discuter et déconstruire. Eh bien, dans ces cas-là, nous sommes bien contents d'avoir pris place. C'est important aussi peut-être dans une même fratrie, il peut y avoir des enfants qui ont subi une excision et d'autres pas. Et on peut avoir une petite fille qui est en suivi CGRA et qui a été excisée et il y a un suivi CGRA parce qu'elle peut être à risque de réexcision. Donc il ne faut pas considérer qu'une enfant en suivi CGRA est automatiquement intacte et que sa maman est concernée. Vous voyez, il faut vraiment faire attention à ça quand on rentre en contact avec les familles. Voilà. Merci, merci beaucoup. C'est parfait, il est 11h40. Timing, Céline. Voilà, on voulait pour clôturer, faire des annonces, c'est parfait. Hein. Pour clôturer, faire des annonces par rapport au réseau des stratégies concertées. Voilà. Parce que vous avez connu sans doute, voilà, pour les plus anciennes qui nous suivent, le réseau des stratégies concertées qui couvrait toute la fédération Wallonie-Bruxelles, avec parfois même aussi des invités du fédéral ou quelques personnes irlandophones qui parlent français, qui viennent aux assemblées annuelles. Et là, avec la régionalisation voilà, du gouvernement belge, où de plus en plus de financements et de programmes se font par région, les stratégies concertées suivent un petit peu cette évolution-là, où on a commencé d'abord par le réseau bruxellois des stratégies concertées, voilà, soutenu par la COCOF. Et là, on est en train de maintenant mettre toutes les bases pour avoir un bon réseau wallon des stratégies concertées, ce qui est encore tout un travail parce que maintenant, voilà, on est essentiellement, le GAMS et le FPS de Liège, en fait, dans le comité de pilotage depuis qu'Intact s'est mis en veille et on aimerait s'agrandir, idéalement avoir peut-être
un membre dans le comité de pilotage de chaque province, hein, ça pourrait être bien. Donc, Liège est déjà couvert, mais si on pouvait avoir, par exemple, un membre de chaque province, ça pourrait être quelque chose de bien, de participatif dans le comité de pilotage. Donc, on vient avec le FPS de Liège de bien retravailler voilà, toutes les bases du but du réseau wallon et des objectifs de la convention. Et donc, prochainement, vous nous entendrez encore parler, je pense. On lancera un appel à rentrer dans le comité de pilotage. Mais on a déjà tout un programme pour cette année. On ne va pas attendre d'avoir déjà tout le comité de pilotage complet pour démarrer. Et donc, comme je vous disais, on a une série de webinaires. Donc, on a eu celui avec Joël Mouvet, maintenant celui avec Céline, qui est enregistré, qu'on pourra voir ensuite en ligne. Et on a déjà le prochain. Donc, on vous enverra une invitation, mais vous pouvez déjà noter dans votre agenda. Donc, ce sera le jeudi 18 mars de 14 à 16 heures. Et on aura, donc je les avais déjà montrés, je ne sais plus si j'avais montré avec le dernier webinaire, mais vous voyez, vous avez peut-être vu cette publication « Que se passe-t-il dans nos culottes ?» En fait, c'est la Fédé des centres de planning familiaux pluralistes et femmes et santé. Donc, c'est Lola et Manoé qui viendront nous présenter cet outil. Il y a un outil pour les parents ou les adultes qui accompagnent les enfants et un outil pour les enfants à partir de 9 ans. Et c'était pour aborder la question des règles. Mais plus que la question des règles, hein, que se passe-t-il dans nos culottes? Voilà, c'est un peu humoristique. Vous verrez qu'on élargit à la question aussi de apprendre à connaître cette partie-là du corps, la vulve, le clitoris, et quid quand justement peut-être sa vulve ne ressemble pas à ce qu'on voit dans d'autres livres. Donc, par exemple, pour une petite fille excisée ou pour un enfant, une enfant intersexe, quand on a, quand la vue qu'on a de notre vulve n'est peut-être pas exactement celle qu'on voit dans les livres d'anatomie, on peut se poser des questions justement en tant qu'enfant. Donc, c'est pour ça on les avait aidés, Lola et Manoé, à travailler cette page sur l'excision, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est excisé et découvre que sa vulve est peut-être différente? Donc, ça, c'est le 18 mars. On en aura d'autres prévus en avril-mai. On n'a pas encore la date avec une médecin PSE, docteur Tourette, qui fait des activités dans les écoles. Donc là, on a vu plutôt l'approche individuelle avec Joël et Céline. Et on pourra voir aussi en groupe, avec un groupe d'enfants, selon les âges, quel outil on peut utiliser. Comme info, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc toujours par rapport à notre sujet de discussion qui va durer toute l'année sur comment en parler avec les enfants, avec le FPS de Liège, ça fait plusieurs fois qu'on discute en se disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait créer peut-être comme petit outil qui pourrait être donné peut-être aux enfants dans la salle d'attente avant la consultation, selon les âges. Est-ce qu'on en fait 3? Est-ce qu'on en fait 2? Quel serait l'âge limite? Céline disait au-dessus de 12 ans, en dessous de 12 ans. Est-ce qu'il faut encore faire une autre catégorie, comme tu disais, les 2, les 5? Enfin, voilà. On pourrait réfléchir à ça s'il en faut 2 ou 3 selon les âges et peut-être avec beaucoup de dessins illustrés qui pourraient expliquer de manière simple c'est quoi cet examen et qu'est-ce qu'on va faire. Et pour ça, on va lancer un groupe de travail au sein des stratégies concertées. Donc, toutes les personnes qui ont déjà participé aux 2 ateliers, vous aurez systématiquement, on fera attention à ça, l'invitation, parce que ça veut dire que vous êtes déjà intéressé par le sujet. Et si vous avez du temps à consacrer un petit peu plus, on pourrait se mettre d'accord en sachant que tout le monde travaille et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais essayer de trouver un rythme de travail pour ce groupe-là, pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on co-construise en fait un outil. On a d'autres groupes de travail en vue. On avait aussi un groupe de travail plus cette fois-ci sur comment rédiger des attestations psy, aussi dans le cadre de la demande de protection internationale. Donc, vous serez au courant, de toute façon, si vous êtes amis du Facebook des stratégies concertées ou abonné à la newsletter, vous aurez toutes ces informations-là. Donc, je voulais aussi en profiter pour donner quelques minutes à Iman
qui en fait est stagiaire au GAMS en ce moment. Elle suit un master en promotion de la santé à l'ULB et j'ai la chance de la voir, voilà, avec moi comme stagiaire au GAMS, mais aussi à C'est ma vie. Et elle a été très interpellée par la présentation de Joël. Et on a décidé voilà, de tester des outils que Joël nous avait présentés, mais on les a un peu customisés déjà. Et donc, elle va vous montrer, on n'a pas encore tout à fait fini parce qu'on les teste, mais on trouvait ça chouette de déjà vous dire comment ça peut stimuler ce genre de webinaire où on se dit, tiens, il y a un truc qui me parle et moi, je vais essayer à ma sauce. Je vais reprendre ça dans ma consultation. Donc, Iman, si tu veux, voilà, c'est à toi. Expliquer un petit peu ton cheminement suite à la présentation de Joël. Ouais. Bonjour à toutes. Merci Céline pour cette super présentation. Alors, en se basant sur ce que Joël avait fait, on a créé, enfin, avec Fabienne, on a eu l'idée de créer une petite image comme ça qu'on a plastifiée ou qu'on a mis en face du bureau de Fabienne pour que lorsque les enfants arrivent en consultation, puissent choisir différentes tenues pour la petite fille. Donc, vous voyez, c'est des petits scratchs. Et donc, voilà, il y a des petites robes, des petites jupes, des petits chaussons. Et le but, en fait, serait que la fille puisse, donc, au départ, le dessin comme ça, elle est mise à nu. Et donc, on dit à la petite fille, voilà, tu peux l'habiller. Donc, elle prend l'initiative de mettre, par exemple, une petite jupe avec un petit haut. Et qu'est-ce qu'on a constaté pour le moment, c'est qu'ils oublient de mettre les sous-vêtements. En parallèle, on leur donne la même image où ils peuvent colorier. Donc, ils sont avec 4 crayons de couleur pour le temps et le choix des couleurs. Donc, elles commencent à dessiner. Et juste avant la consultation, Fabienne leur dit, voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le petit pantalon. Et elle dit, mais en dessous de ton pantalon, tu n'as pas de culotte? C'est le cas une fois, hein, c'est pour ça. Et donc, on lui passe une petite culotte, donc elle a le choix. La petite culotte mauve ou la petite culotte verte. Et donc, elle lui dit, voilà, maintenant, pour la consultation, il faudra juste enlever la culotte et on garde le dessus. Et donc, la petite fille, elle sait qu'il faudra retirer la culotte. Elle lui dit, voilà, il y a une petite présentation de l'image de la grenouille pour la position. Elle va faire la position de la grenouille. La petite fille comprend très bien. Et donc, voilà, après la consultation qui dure 2 minutes, même pas 2 minutes, la petite fille revient. Et là, on a constaté une fois avec Fabienne que sur son dessin, elle avait déjà dessiné sa petite jupe ou son petit pantalon. Elle rajoute par-dessus sa petite culotte. Parce que ça l'a interpellée de se dire, ah, mais c'est vrai que j'avais oublié la petite culotte. Et du coup, elle l'a rajoutée au-dessus. Et ces images-là, elle peut la prendre avec elle. Voilà, c'est le petit outil qu'on teste pour le moment. C'est ma vie avec Fabienne. Voilà. Voilà. Merci, Iman. Donc, c'est juste pour dire, et ça va évoluer, je pense, en fonction. Et d'avoir ça, ça n'empêche pas d'avoir, voilà, ça pourrait compléter peut-être une petite brochure, un truc, parce qu'on essaie qu'ils n'attendent pas trop les enfants, mais parfois ça peut arriver, hein, qu'ils sont quand même dans la salle d'attente, ils pourraient découvrir. Je sais qu'en Angleterre, il y avait un service spécial enfant qu'on avait visité avec C'est ma vie, où ils avaient une sorte de flip chart qui se tenait un peu comme ça à l'horizontale et, vous voyez, avec une spirale et on tourne les pages comme ça. Il y avait les différentes positions sur la table, voilà. Mais c'était un service spécialisé dans l'excision, mais plutôt, moi, je dirais, c'était beaucoup plus invasif parce que c'est un service qui était un peu, enfin, pas un peu, mais médico-légal. Donc, qui était, quand il y avait un risque d'excision ou de violence sexuelle, de s'assurer que l'enfant avait été ou pas. Et là, il regardait au niveau de l'anus aussi. Enfin, voilà, c'est nous, on fait jamais, enfin, on fait pas, on met pas les enfants accroupis, par exemple, pour regarder au niveau de l'anus. Et ça, c'est des examens qui se font quand on regarde s'il y a eu des violences sexuelles pour voir s'il y a des fissures anales. Et nous, l'examen, je rassure toujours les enfants et les mamans, est visuel et pas invasif. Hein, on ne va rien mettre à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on prend l'image de la grenouille souvent, voilà, pour se mettre les gens, voilà, quand on joue avec les enfants sur la grenouille. Alors, merci Iman. Et puis, pour terminer,
Je voulais aussi vous présenter Louise. Alors Louise, si tu es parmi nous, si on peut parler, Bonjour. on va mettre ta caméra en avant. Super, voilà. Donc comme Voilà. ça, vous avez le visage de Louise. Et donc Louise vient de démarrer à l'antenne du GAMS à Liège comme assistante sociale, donc mi-temps comme assistante sociale de première ligne. Elle a été formée aussi à la Sexo avec un UCL, enfin, à l'UCL, un master en sciences de la famille. Mais on vient d'apprendre la bonne nouvelle, c'est tout récent, hein, donc ça date de quelques jours, elle a démarré en début février. Son deuxième mi-temps qui sera la coordination des stratégies concertées grâce à un soutien de l'AVIC. Et l'AVIC, hein, c'est toute la cellule qui s'occupe de la promotion de la santé. Et le travail de Louise va être de faire d'abord un mapping, hein, parce qu'on ne connaît pas encore, je pense, tout le monde en Wallonie. Donc, c'est vraiment de faire un mapping, voilà, des différentes structures qui reçoivent les femmes concernées, et puis voir peut-être ceux qui aimeraient justement rejoindre les stratégies concertées, voir les besoins aussi au niveau des femmes concernées. Donc, Stéphanie Florquin, voilà, qui est la coordinatrice sur Bruxelles avec Ella du réseau bruxellois, a travaillé sur le diagnostic communautaire sur Bruxelles, mais le contexte est tellement différent entre la Wallonie et Bruxelles, où à Bruxelles, tous les services sont concentrés, alors qu'en Wallonie, on est plus avec des kilomètres, voilà, pour aller dans un planning, des fois, le plus proche pour son examen, ben, c'est 50 kilomètres, hein, parfois, donc on est dans des… Voilà. Voilà un petit peu tout le travail. Donc, Louise, je ne sais pas si tu avais juste un petit mot que tu voulais dire. Je n'ai pas de nom, mais voilà. Je suis contente et motivée pour cette nouvelle aventure. Bienvenue. Voilà. Bienvenue dans la team stratégie concertée. Voilà, donc on aura l'occasion de se revoir tous ensemble. Je pense qu'on va clôturer là dans les annonces. Ah si, l'assemblée annuelle. Donc, l'assemblée annuelle, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu l'année dernière avec le Covid. Et cette année, on l'a fixée déjà bien en avance pour ne pas rater la date. Et on s'est dit que même si on ne peut pas se retrouver en présentiel, on le fera en fait en ligne parce qu'on a vu que ça marchait bien. Maintenant, vous voyez, hein, avec les quiz, on s'améliore. Et donc, c'est le jeudi 6 mai, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas, jeudi 6 mai qu'on a bloqué la date. Donc, oui, c'est ça. C'est le 6 ou le 7? Non, c'est le 6. Ah, le 6, hein, je ne me trompe pas, voilà. Et j'entends la voix de Stéphanie. Alors, Stéphanie, justement, si tu es là, peut-être si tu peux dire un petit coucou, parce que je pense que tu es en tes derniers jours aussi, en tant que coordinatrice, voilà, au niveau de Bruxelles, tu peux peut-être expliquer, voilà, les changements qui vont avoir lieu. Oui, au niveau de Bruxelles et de la Wallonie, du coup. Oui, voilà. Ouais. En fait, moi, je coordonnais les stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines au niveau de la Wallonie et au niveau de Bruxelles, donc depuis 6 ans. Et donc, Louise va reprendre la partie de la coordination qui concerne la Wallonie. Et sur Bruxelles, il y a une autre personne qui va reprendre. Donc, voilà, donc on est en train de séparer un petit peu. Ça fait déjà quelques années qu'on l'a fait sur Bruxelles parce qu'on a eu un financement qui nous permettait de vraiment appuyer le travail sur Bruxelles. Et maintenant, on espère pouvoir avoir les financements nécessaires pour faire la même chose sur la Wallonie. Donc, comme disait Fabienne, il y a des différences quand même assez importantes entre Bruxelles, qui est évidemment une région très, très dense, mais où tout est centralisé, et la Wallonie, où on sait que beaucoup de personnes avec lesquelles on travaille vivent dans des centres de demande d'asile qui sont souvent très loin. Donc, j'ai vu que c'est super, il y a des personnes ici, par exemple, de Pierre Bleu, voilà, il y a des femmes qui viennent au GAMS et dans les autres services d'accueil, comme au planning familial de Liège ou dans les plannings de Namur, par exemple, et qui doivent prendre le train, le bus pendant plusieurs heures, parfois avec leurs enfants. Donc, c'est des situations qui sont un peu différentes des femmes qui vivent sur Bruxelles. Et évidemment, pour les partenaires aussi, ça fait des différences au niveau de la manière de travailler. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi finalement de séparer les réseaux. Donc, les stratégies concertées de lutte contre les MGF est toujours là. Donc, il y a toujours ce réseau
fédéral en quelque sorte, en tout cas francophone, mais où il y aura comme deux coordinations régionales en fait, une coordination pour la Wallonie, une coordination pour Bruxelles. Et donc pour la Wallonie, c'est donc Louise, et moi, je me retire en fait des deux coordinations finalement. Voilà. Et donc sur Bruxelles, je ne sais pas si peut-être ici il y a aussi des personnes de Bruxelles, certainement. Il y a une autre personne qu'on est en train de recruter actuellement qui reprendra ce poste-là. Le flambeau. Voilà. Mais sur Bruxelles, le réseau existe déjà de plusieurs années en fait. Donc on a déjà un travail, on a déjà l'expérience de Bruxelles dont on peut aussi s'inspirer finalement pour la Wallonie. Voilà, avec toutes les différences qu'il y a. Et comme disait Fabienne, donc ça fait, je sais que je le dis toujours dans les assemblées annuelles pour les personnes qui représentent des structures qui sont membres, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi où les structures ne sont pas membres, notamment les personnes qui travaillent dans des centres de demande d'asile. C'est un peu plus compliqué de faire adhérer son centre officiellement dans le réseau. Mais pour les personnes qui représentent des structures membres, on invite vraiment chaleureusement les personnes, les personnes ou les structures, mais évidemment avec des personnes de référence, à rejoindre le comité de pilotage, donc ce qui s'appelait avant le CCO, avec ce nom un peu acronyme un peu étrange. Donc ça s'appelle maintenant le comité de pilotage, où est membre donc Céline et Gaëlle, sa collègue, et Christelle aussi d'ailleurs, pour le centre de planning FPS Solidariste de Liège. Et le GAMS. Donc pour l'instant, on n'est que 2 membres sur la Wallonie. Et on cherche activement, et ça va être, comme disait Fabienne, le premier travail aussi de Louise, d'élargir le membre sur la Wallonie et d'inviter des membres à être un peu actifs dans le comité de pilotage. Donc c'est l'instance qui en fait guide le travail du réseau au fil du temps, qui implémente des activités, qui décide voilà, les axes de travail du réseau. Donc là, par exemple, sur les enfants, je pense que Céline a dit tout à l'heure aussi qu'il y a un travail qui va être fait avec les psychologues. Elle a aussi parlé beaucoup de la traduction. C'est aussi un thème sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et c'est le comité de pilotage qui, en fait, peut avoir un rôle plus actif de mettre en place et de décider sur quoi on travaille et quelles sont les actions à mettre en place. Donc voilà, j'invite vraiment les personnes qui pensent que leurs structures peuvent s'engager là-dedans à prendre contact avec nous pour aussi pouvoir avoir plus d'informations sur ce que ça veut dire concrètement d'être membre du comité de pilotage. Voilà, on n'a pas des réunions toutes les semaines, donc il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Merci. Et merci Steph pour toutes ces années voilà, aux stratégies concertées. Mais Stéphanie ne nous quitte pas complètement parce qu'elle va rester sur le volet plus international avec la communauté de pratique, voilà, construire des ponts entre l'Afrique et l'Europe. Donc, elle reste quand même, mais sur une autre poste. Voilà, ben, il y a plein de petits commentaires, Céline, je ne sais pas si tu les lis, mais félicitations, très clair, très utile. Donc voilà, je pense que l'objectif a été atteint. Et moi, j'ai retenu, je voulais terminer sur une expression que tu as beaucoup utilisée, j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu disais « N'ayez pas peur de prendre votre place ». Voilà, prendre place. J'ai retenu, voilà, parfois on n'ose pas, on se dit non et on a peur, mais voilà, donc n'ayez pas peur de prendre votre place et que prendre sa place, ben, on apprend aussi en l'apprenant justement. Si on ne l'apprend pas, on ne peut pas apprendre et donc on se forme en fait en osant prendre notre place. Voilà, c'est un peu sur ces paroles-là que j'aimerais, voilà, on va se quitter, il est 12 heures, donc un grand merci à Céline pour, voilà, c'était super clair. Merci à Kella pour les petits quiz, à tout le monde. Et on se retrouve alors le 18 mars avec Lola et Manoé sur Que se passe-t-il dans nos culottes? Voilà.